Dans ce monde, il y a des héros qui ont des capacités qui dépassent largement celles des humains. Et tout le monde a cette capacité individuellement. Ils protègent la tranquillité des gens ordinaires et le monde contre les méchants. Sans ces héros humains, le chaos régnerait et le monde serait plongé dans l'obscurité. Ils sont tous aimés, respectés et très reconnaissants de leur contribution à la société. Mais souvent, les gentils sont enviés par les autres. Les gens regardaient les images des combats qui se trouvaient dans le domaine public. La fille et le garçon admirent le héros vêtu de noir parce qu'il a vaincu l'énorme méchant d'un seul coup. L'homme regarde attentivement la photo de l'homme sur son téléphone. Puis il reporte son regard sur le jeune homme qui s'est assis en face d'eux. Et il pense que Calvin ressemble au héros qui s'est battu dans la vidéo. Calvin dit qu'il a trop bu et qu'après, il a vomi sauvagement, donc il ne pouvait pas être sur les lieux de la bagarre, ce qu'Edgar approuve. Soudain, Calvin reçoit un SMS et dit à ses amis qu'il va aller aux toilettes pendant un moment. En sortant, Calvin regarde le journal télévisé qui annonce la disparition soudaine d'un héros qui a récemment vaincu un méchant. Finalement, Calvin est entré dans la salle de bain et a fermé la porte derrière lui. Quelques instants plus tard, l'homme mentionné aux informations apparaît dans les toilettes. Calvin dit au héros qu'il risque de s'attirer des ennuis s'il se fait prendre. Le héros enlève son casque et dit qu'il fait très chaud et que Calvin peut se calmer. Guy ajoute que dévoiler soudainement son visage est le moyen le plus efficace d'attirer l'attention sur un personnage mystérieux. Calvin propose à Lucas de se réincarner car il n'a pas l'habitude de se voir. Lucas utilise son pouvoir et, sous ses yeux, commence à se transformer en une autre personne. Lorsque la transformation est terminée, Calvin saisit soudainement Lucas par le menton. Il demande si l'homme a fait des câlins aux filles, car son visage a l'air ravi. Lucas répond qu'il l'a fait à maintes reprises, ce que son interlocuteur approuve d'un signe de tête. Calvin lui dit de laver son costume et félicite Lucas pour son travail. L'homme se demande avec perplexité s'il était un héros ou une simple brute. Lucas avait des super pouvoirs. Mais même si d'autres en ont, tout le monde ne peut pas être un héros. Lucas remplace donc le personnage en lui empruntant sa personnalité réelle. Et il ne fait que jouer le rôle d'un sosie. Il y a 20 ans, des personnes dotées de super pouvoirs ont commencé à apparaître dans le monde entier. Le monde a sombré dans le chaos et l'anarchie. Il semble que ce soit la fin. La police n'a pas pu maintenir la paix et l'ordre qui régnait auparavant. Il y avait des gens qui voulaient utiliser leurs capacités à des fins personnelles. Les forces de l'ordre n'ont pas pu empêcher la destruction. Et de nombreux civils ont été blessés. Le gouvernement a rapidement approuvé une loi pour mettre fin au chaos. Les personnes dotées de super-pouvoirs étaient divisées en méchants qui désobéissaient aux règles et en héros qui devaient s'opposer aux méchants. Au quartier général des méchants, dans l'une des suites de luxe, le chef de l'Alliance des méchants s'appelle Nathan et il se moque de la loi qui a été votée et n'en comprend pas l'intérêt. Avant cela, ils avaient reçu la visite d'agents de police pathétiques qui tentaient de capturer les méchants. Nathan ne croit pas qu'il y ait de héros pour le moment. Soudain, une fenêtre se brise et un héros masqué avec une cape rouge apparaît. Les méchants ont ri à l'image du héros vêtu de latex et de son concept. Le héros, s'adressant à Nathan, dit qu'il va le punir selon la première clause de la loi des héros et des méchants. Nathan répond que l'homme est trop faible et qu'il le battra à mort. Le méchant s'est jeté sur l'homme avec l'intention de le tuer. Mais le héros n'a pas battu en retraite, il a pris le combat à bras-le-corps et a utilisé ses capacités. L'instant d'après, il frappe Nathan d'un coup de poing dans l'estomac. Le méchant s'est retourné contre le mur, le faisant voler en éclats et est tombé au sol. Il lui demande qui il est et d'où il vient. Le gars se faisait appeler un héros nommé Justice. Cette victoire a fait de Justice le héros le plus populaire et a donné naissance à l'idylle héroïque. Lucas a la capacité de copier. Mais il ne peut pas, avec cette capacité, combattre les méchants. Le garçon arrive chez lui submergé par un flot de pensées. Lucas enviait les héros dotés de super pouvoirs et le fait qu'ils puissent vivre pleinement leur vie. Quoi qu'il en soit, il avait un moyen de gagner de l'argent. Bien que cela soit illégal, les héros eux-mêmes viennent le voir pour lui demander des informations. En fin de compte, tout le monde essaie de gagner de l'argent pour survivre. Lucas s'est fixé pour objectif de gagner constamment beaucoup d'argent et de prendre sa retraite à 50 ans. Soudain, on frappe à la porte au milieu de la nuit. Lucas décide de vérifier qui est l'intrus. En ouvrant la porte, le héros le plus populaire se tient devant lui. Un homme a demandé à un autre si Lucas vivait ici, cet homme était Justice. Le héros demande au type s'il devient le sosie des héros pendant qu'ils sont en mission, afin de garder leurs identités secrètes. Lucas a peur car ses activités sont illégales et il n'a aucune chance de s'échapper car la justice elle-même est contre lui. Le fil de ses pensées est interrompu par la demande du héros de devenir son double. L'homme demande avec perplexité pourquoi un héros comme lui aurait besoin de cela. Le ministère de la Justice affirme qu'il est au courant du service de confidentialité des clients de Lucas, esquivant ainsi la question. L'homme a apporté tout ce dont il avait besoin et a ouvert une valise de documents. Il dit qu'il n'y a pas de photos sans visage sur les documents. En entendant cela, Justice enlève son masque révélant son visage. Lucas demande quand il doit commencer à travailler, ce à quoi l'homme répond qu'il doit commencer demain. Le juge donne une carte de visite et dit à l'homme de se rendre à l'adresse.
Lucas souhaite poser quelques questions supplémentaires et demande à l'homme d'attendre. Mais lorsqu'il sort pour suivre le héros, celui-ci disparaît rapidement. Le lendemain, Lucas est rendu à l'adresse indiquée. Il y avait un énorme bâtiment. Il n'arrivait pas à croire qu'il était venu à l'adresse exacte qu'on lui avait donnée parce qu'elle ne correspondait pas à ses attentes. La justice est tout son contraire, car il peut protéger une autre personne avec son corps. L'homme ne savait pas pourquoi justice l'avait abordé, mais il ne pouvait pas laisser passer une telle occasion de gagner de l'argent. S'il faisait du bon travail, il se ferait de bonnes relations pour l'avenir, et c'est avec ces pensées que Lucas est entré dans la pièce. La chambre était spacieuse et luxueusement meublée, avec un fauteuil et 2 canapés au centre de la pièce. Lucas entre dans la pièce et propose de discuter des détails de leur collaboration. Mais en s'approchant, il s'est rendu compte que Justice était morte. L'homme a eu très peur et a rebondi. Il était choqué et déconcerté car il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse tuer le héros numéro 1. L'homme a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives et a décidé de vérifier. Au moindre contact, il est soudainement électrocuté. Il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Au même moment, une violente explosion se produit et la pièce est éclairée par une vive lumière bleue. L'explosion a fait voler le type sur le côté et le corps de Justice est tombé sur le sol. La dernière chose que le jeune homme a vue, c'est une lumière bleue. L'instant d'après, son bras lui fait un mal de chien et ses veines se gonflent. Immédiatement, une douleur intense s'est manifestée, qui aurait pu rendre fou n'importe qui. Le gars pouvait définitivement voir la lumière provenant de l'application de 16 capacités. Il se rend compte qu'il doit partir d'urgence avant que quelqu'un ne vienne. Lucas ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre avant son arrivée, mais il se rend compte que s'il reste là, il risque d'avoir des ennuis. Il a couru à toute vitesse, effrayant les gens qui marchèrent vers lui. Soudain, il se heurte à un homme et renverse son café. En voyant sur qui il était tombé, Lucas fut surpris de voir un visage familier. Cette personne s'est avérée être Calvin, qui ne comprenait pas pourquoi Lucas se trouvait au même endroit. Lucas est heureux de voir Calvin car c'est un héros de premier ordre. Lucas continue de tenir son bras paralysé, mais lorsqu'il y porte son attention, il se rend compte qu'il va déjà bien et qu'il n'a pas mal. Calvin a dit que ce type aurait besoin de faire nettoyer ses vêtements coûteux et que même s'il avait travaillé toute sa vie, il ne pourrait pas s'acheter un de ses vêtements. Soudain, ils entendent le bruit d'une fenêtre qui se brise, mais ils n'y prêtent pas attention. Pendant que les jeunes gens discutent, une attaque ennemie se dirige vers eux. Calvin a été attaqué sur le côté et a subi d'importants dégâts. Calvin se tordait de douleur et ne réalisait pas ce qui se passait ni qui les attaquait. Le méchant vêtu de vert se tenait dans la fenêtre brisée et était frustré par l'inutilité de l'enfant, qui faisait l'objet de discussions sur les médias sociaux. Il a ajouté que ce dernier n'était qu'un ver sans valeur et qu'il ne valait pas la peine de s'y intéresser. Lucas a été très surpris par l'apparition soudaine du méchant et a immédiatement fait le lien entre son apparition et le meurtre de Justice. Calvin s'est mis en colère en entendant les propos du méchant et a utilisé son pouvoir. Il a dit qu'il ferait des calmars frits et s'est jeté sur le méchant pour faire la première attaque. Le méchant a sauté vers le haut, esquivant ainsi l'attaque du héros. Sans perdre de temps, en plein volume, il effectua une contre-attaque avec ses tentacules. Mais l'homme, grâce à ses capacités, a facilement repoussé cette attaque. L'instant d'après, il se jette à nouveau sur le méchant en lui disant qu'il va le détruire. Mais c'était à l'avantage du méchant, qui l'a attrapé avec ses tentacules. L'homme ne s'attendait pas à un tel piège et a essayé de se libérer de la prise. Le méchant lui dit qu'il est stupide de penser qu'il n'y a que 4 tentacules et qu'il a déjà perdu. Les tentacules commencent à étrangler le héros et les gens qui le voient commencent à se disperser dans différentes directions, ayant perdu tout espoir. Lucas n'en croyait pas ses yeux. Il ne pensait pas que le méchant pourrait facilement vaincre Calvin. Au bout de peu de temps, le gaz a cessé de respirer et le méchant a été frustré par la faiblesse et la stupidité du héros. L'instant d'après, le méchant s'en prend aux gens du peuple et attaque tout le monde sans distinction. Le méchant aime voir les gens souffrir et Lucas réussit à se cacher derrière le comptoir. Les gens tremblèrent de peur et attendaient que Justice apparaisse. Ils savaient qu'il pouvait s'occuper de ce méchant. Mais Lucas connaissait l'horrible vérité. Justice était morte. Ces personnes mourraient en attendant un héros qui ne leur viendrait même pas en aide. Lucas avait peur. Il ne pouvait pas faire face à un tel méchant. Il n'était même pas un héros et ne pouvait pas rivaliser avec des personnes aux capacités élevées. Dans le bruit et la confusion, les pensées de Lucas sont interrompues par les pleurs de la jeune fille. Malheureusement, le méchant l'entend pleurer et s'intéresse à elle. La jeune fille s'est assise par terre et s'est frotté les yeux avec ses mains parce qu'elle était perdue et très effrayée. Lucas ne pouvait pas regarder la fille se faire tuer et a commencé à lui crier de s'enfuir rapidement. Le méchant s'en amuse et attaque l'enfant à la même seconde. La jeune fille ne pouvait que regarder le tentacule s'approcher d'elle à une vitesse vertigineuse. Soudain, une photo de sa petite sœur mourante surgit dans les souvenirs de Lucas. Il n'était pas question pour lui de voir une scène du passé réapparaître sous ses yeux. Il fait un bond pour tenter de protéger la jeune fille. Lucas ne savait pas quoi faire et essaya instinctivement d'arrêter le tentacule avec sa main. L'homme n'était pas sûr de pouvoir arrêter l'attaque. Au moment où il entre en contact avec le tentacule, des éclairs apparaissent. Finalement,
Lucas a pu arrêter le tentacule avec sa main. Le méchant fut très surpris de voir son attaque stoppée. Lucas s'est transformé sans le savoir en justice, protégeant ainsi la jeune fille. Le garçon a senti une toute nouvelle force agir dans sa main. Il a sectionné avec force l'un des tentacules du méchant. Ce faisant, il a infligé des dommages tangibles au méchant. Le juge ne sait pas ce qui se passe ici, mais il dit qu'il punira le méchant selon la première loi. Lucas sentit son corps se remplir d'une puissance énorme qu'il n'arrivait pas à contrôler correctement. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois qu'il combattait un méchant, et il n'avait pas une confiance absolue dans la victoire. Le méchant ne s'attendait pas à ce que justice apparaisse, et il dit que tous ses efforts sont vains car ses tentacules se régénèrent à l'infini. Sans perdre de temps, le méchant se précipite à l'attaque, prévoyant de tuer Justice ainsi que le jeune héros. Mais toutes les attaques du méchant étaient très lentes aux yeux de Justice, et il les a facilement esquivées. Il esquive facilement les attaques et s'approche de l'ennemi. Le méchant était surpris que ses attaques soient si inefficaces. L'homme s'est approché de l'intrus et a donné un coup de poing. La seconde d'après, le méchant s'envole sur le côté après avoir reçu un coup violent au visage. Mais ce n'est pas tout. Justice saisit le méchant par le tentacule et l'a projeté contre le mur avec une grande force. Lucas ne maîtrisait pas encore totalement ses nouveaux pouvoirs et ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux s'envole aussi loin d'un simple lancer. Il s'agit d'un pouvoir stupéfiant qui doit être contrôlé et utilisé à bon escient. Alors que le héros réfléchit à la situation, le méchant s'est déjà levé et s'est jeté sur lui. Justice serre le poing et s'apprête à achever le méchant d'un dernier coup de poing. Mais soudain, ses forces commencent à s'épuiser, ce qui le met dans une situation dangereuse. Lucas s'est rendu compte que le processus était le même que la première fois et qu'il n'avait aucun contrôle sur la transformation. C'est dommage, car sans le pouvoir de Justice, il ne peut rien faire. Le méchant s'approchait très vite du gars et il semblait que le temps s'était arrêté. Soudain, le méchant est attaqué par un éclair de lumière jaune. Elle l'a frappé et il a volé loin sur le côté. Le méchant a été achevé et Lucas a eu beaucoup de chance. Une jeune fille nommée Ashley est venue à la rescousse. Elle admire le juge et s'émerveille de la façon dont il a calculé le moment de son attaque. Il n'avait pas l'ouïe assez développée pour l'entendre approcher, mais il était heureux d'avoir survécu grâce à Ashley. La jeune fille admire la rapidité de Justice et lui demande comment il a pu arriver sur les lieux de l'accident avant tout le monde. Dans le même temps, le méchant tente de s'échapper pendant que les héros sont distraits par la conversation. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ashley avait des super pouvoirs à distance. Elle fait jaillir des rayons jaunes de ses yeux et frappe à nouveau le méchant. Elle s'étonne de la stupidité et de l'arrogance de l'auteur, puisqu'il a décidé de s'en prendre à monsieur le juge. En se retournant, il n'y a plus personne devant elle et la jeune fille se demande où est passé le héros. Ashley voulait un autographe, mais une femme en sweat à capuche noire lui dit de reprendre ses esprits. Elle rappelle à la jeune fille de s'occuper des blessés, ce à quoi Ashley répond qu'elle a complètement oublié. La fille masquée s'appelait Camilla et elle était surprise que Justice ait pu survivre. Elle aperçoit un homme vêtu d'un sweatshirt blanc qui sort du bâtiment en courant. Ce type, c'était Lucas, qui voulait quitter les lieux le plus vite possible. Camilla regarda pensivement l'homme qui s'enfuyait, mais ne lui accorda pas beaucoup d'attention. Le soir, la lumière est allumée dans la chambre de Lucas. Il a déchiqueté tous les documents qu'il avait reçus de la justice et a décidé de s'en débarrasser. Après s'être débarrassé des documents, il a décidé de réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Comme Justice était le héros le plus fort, cela signifiait que le méchant qu'il avait tué était d'un rang supérieur, et Lucas se reprochait de ne pas avoir pensé à se réincarner avant de s'enfuir. Grâce à cet oubli, il entendit une voix inconnue. La voix dit que Lucas est très dégoûté puisqu'il a décidé de se débarrasser des documents en les déchiquetant avant de le faire. L'homme a été effrayé par cette voix et il n'a vu personne dans le voisinage. Il a continué à chercher avec ses yeux d'où venait la voix. La voix venait d'en bas et une silhouette inconnue sortait de l'ombre. Le garçon a eu très peur et est tombé sur le dos de surprise. Enfin, la silhouette s'est dressée de toute sa hauteur, et cette voix était celle de Camilla. Elle utilisa son pouvoir et des mains d'ombre déchirèrent le sac de papier. Manipulant les ombres, elle remet le papier dans son état d'origine. Lucas, en le regardant, n'en croyait pas ses yeux car il n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Tous les documents qu'il a déchiquetés sont intacts. Camilla a examiné les documents. Dans l'instant qui suit, elle pose à Lucas une question rhétorique pour savoir s'il a vu ce que Justice est morte. Elle ajoute qu'elle ne veut pas que les gens le sachent, car il pourrait lui faire du mal. Camilla a attaqué Lucas avec sa capacité. L'homme s'est rendu compte que la fille voulait le tuer et qu'il n'avait pas d'autre choix que de se battre. Et si la justice est morte à cause d'elle, il doit être sérieux. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas attraper les ombres comme les tentacules de ceux démons, mais leurs attaques étaient similaires. Son plan consiste à éviter les attaques et à riposter au plus près. Soudain, il sent que la transformation est sur le point de s'achever. Il n'a pas eu le temps de s'approcher de Camilla car le temps de transformation touchait à sa fin. Camilla se rend compte que le type en face d'elle n'est qu'un pauvre type inepte. Elle ajoute qu'il est stupide d'avoir choisi de se prendre pour un héros intrépide. Lucas n'allait pas mourir. Il brisa le pavé avec ses dernières forces et ramassa un bloc de pierre.
et l'a utilisé comme bouclier contre l'attaque de Camille. La jeune fille s'émerveille de l'agilité et de l'intelligence du garçon, et elle n'a pas remarqué que le type avait réussi à s'approcher suffisamment d'elle pour pouvoir l'atteindre. Au moment critique, Lucas frappe avec un uppercut du bas. Camilla a même été confuse pendant une seconde, en pensant que le gars n'était pas une telle mauviette. L'homme était sur le point de porter un second coup, et il était déjà en train de frapper lorsqu'il s'est soudain rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger. La fille dit que l'homme a fait du bon travail, mais qu'il était fini lorsqu'il a marché sur son terrain. Les ombres l'enveloppent et le soulèvent dans les airs pour tenter de l'étouffer. Sa respiration était coupée, et il ne pouvait plus respirer. Mais soudain, la jeune fille hésite, regardant l'homme halter. Et l'instant d'après, elle a annulé sa capacité. L'homme ne comprenait pas pourquoi la fille l'avait laissé partir. Camilla lui demande s'il va continuer à faire ce qu'il faisait avant. Il ne la comprend pas, et elle dit que ce n'est pas un homme facile. La jeune fille se demande s'il veut continuer à jouer le rôle de la justice. L'homme ne sait que répondre car il ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de cette femme. Elle lui explique que si les gens apprennent que le héros numéro 1 est mort, ils vont paniquer. Et elle a besoin de quelqu'un qui puisse lui donner le temps de gérer la situation. L'homme se lève et demande qui elle est et pourquoi elle a essayé de le tuer à ce moment-là. Elle répond qu'elle s'appelle Camilla et qu'elle est une héroïne sous la direction de justice. La jeune fille affirme que les documents contenaient des informations la concernant, mais que l'homme ne semblait pas les lire. Après avoir consulté les documents, l'homme la retrouve et s'assure de la véracité de ses propos. Camilla dit qu'elle voulait seulement lui faire peur pour qu'il coopère avec elle. L'héroïne ajoute qu'elle lui versera 1 milliard par mois si l'homme accepte de coopérer. Lucas a été très surpris d'entendre un tel montant, car il était bien plus élevé que ceux qu'il avait déjà reçus. Il lui demande ce qui se passera si la vérité éclate et que les gens découvrent qu'il n'est qu'un imposteur. La jeune fille lui dit de ne pas s'inquiéter car elle le soutiendra et veillera à ce que personne ne l'apprenne. Camilla ajoute qu'elle n'a pas l'intention de le forcer, mais il doit se rendre compte d'une chose. Si les méchants apprennent que la justice est morte, ils sortiront de leur sommeil profond et commenceront à semer l'anarchie dans la ville. Une véritable guerre entre les héros et les méchants va commencer. Et de nombreux habitants innocents risquent de tomber sous les coups de cette guerre. Elle lui dit de faire le bon choix. Mais Lucas ne savait pas, ou plutôt ne croyait pas en ses propres forces, car être le héros numéro 1 est une grande responsabilité. La fille se rend compte que le garçon n'est pas en mesure de faire une telle chose, et s'en va en disant au garçon de ne pas trop utiliser sa langue. Lucas arrête Camilla et lui dit que le montant calculé n'est pas à la hauteur de tous les risques et de son importance en tant que héros numéro 1. Il propose de faire le travail pour 2 milliards. La jeune fille accepte et lui dit de ne pas se plaindre plus tard, puisqu'il s'est engagé lui-même. La semaine suivante, Lucas a passé toute la semaine à étudier les documents des archives sur la justice. C'était le moyen le plus efficace de se souvenir de lui, car il devait connaître la personne qu'il essayait de copier. Ensuite, Camilla est venue le chercher et ils ont pris la route. Lucas demande s'il est judicieux de cacher la mort de justice aux héros, ainsi qu'aux méchants. Camilla répond qu'ils n'ont pas besoin de savoir cela, et que s'ils voulaient le savoir, ils l'auraient su depuis longtemps. L'homme ne comprend pas ce qu'elle veut dire et la regarde d'un air interrogateur. Elle lui a répondu qu'il s'en rendrait compte lui-même s'il voyait tout cela une seule fois. Leur destination était un centre logistique. La fille dit qu'il n'a pas tort, mais que ce n'est qu'à l'extérieur. La caméra scanne Camilla et les portes s'ouvrent automatiquement. En fait, ce bâtiment était le quartier général des héros. Sous les yeux de Lucas apparaît une immense statue dorée de la justice et une grande variété de héros. L'atrium, c'est-à-dire le quartier général, était très bien camouflé, car c'est là que se déroulèrent les importations et les exportations de diverses choses. Lucas a été surpris de voir autant de personnages discuter nonchalamment entre eux. Certains mangeaient ou buvaient du thé, tandis que d'autres volaient dans une direction inconnue pour leurs propres affaires. Enfin, ils arrivèrent devant une grande porte et s'arrêtèrent. Camilla lui dit qu'elle veut sonder le sol et qu'il ne doit pas l'accompagner. Elle ajoute qu'elle doit le tenir à l'écart des projecteurs et se contenter de l'observer depuis la ligne de touche. La vaste salle était également remplie de héros, et c'est là que se tenaient habituellement les réunions des héros. Les principaux responsables des 4 équipes de héros se sont déjà rassemblés ici, et ils ont eu une discussion animée sur les sujets qui leur tenaient à cœur. Une jeune fille nommée Hélène était mécontente que ce soit leur groupe de gardiens qui soit blâmé pour l'activité croissante des méchants. Derek répond que c'est sur leur territoire qu'il y a le plus d'activité, il était le numéro 1 de l'équipe des surhommes. L'homme ajoute que d'autres régions ont connu moins d'activité et que cela montre qu'elles ne font pas du bon travail. Hélène répond que ce n'est pas la faute de leur équipe si c'est leur territoire qui attire un grand nombre de méchants. Norman est le commandant en second des super-humains, ajoutant qu'il n'est pas juste d'allouer la majeure partie du budget à ceux qui n'ont pas de bons résultats. Arthur, qui était le premier de l'équipe de l'Union, répond qu'il n'est pas digne d'être appelé un héros s'il ne pense qu'à l'argent. Lucas jeta un coup d'œil par la fente de la porte et fut étonné de voir que même parmi les héros, il y avait des conflits. Sigmund se demande où est passé Justice, lui qui était classé numéro 1 en termes de force parmi les membres de l'équipe d'El Condor. Norman dit que les rumeurs sur la mort de Justice sont peut-être fondées.
Hélène s'est mise en colère et lui a dit qu'il devait faire plus attention à son langage ou qu'elle ne le laisserait pas partir si facilement. L'homme dit qu'il n'a pas peur d'elle et qu'elle n'est rien en l'absence de justice. Béatrice, qui est la deuxième personne la plus puissante de l'équipe de l'Union, leur demande de se calmer. Elle dit qu'ils ne sont plus des enfants et qu'ils ne devraient pas avoir à faire ce cirque à chaque réunion. Mais la jeune fille est également préoccupée par le fait que Justice n'est plus là depuis longtemps et pense qu'il a peut-être été mis en danger. Elle se tourne vers Camilla et lui demande si elle a été en contact avec Justice. Camilla répond que Justice a dû s'absenter pendant un certain temps. Paula, deuxième de l'équipe El Condor, dit que Camilla ment parce qu'elle a décidé de visiter son appartement parce que Justice était absent depuis longtemps, et ajoute qu'elle a vu une mare de sang sur le sol. La jeune fille s'asperge de sueur et répond, un peu hésitante, qu'il est illégal de s'introduire dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais tout le monde était curieux de savoir si ce que Paula venait de dire était vrai. Camilla est dans l'embarras car elle ne peut éviter d'être interrogée sur le fait que Paula a tout vu. Soudain, la justice entre dans la pièce, confirmant que Paula dit la vérité. Camilla ne s'attendait pas à ce que Lucas se présente, car elle lui a dit de ne pas se faire remarquer. La justice s'excuse auprès de tous d'avoir été absente si longtemps. Il s'est appuyé sur la table et a dit qu'il pouvait leur expliquer ce qui s'était passé. Les héros sont surpris par l'apparition soudaine de Justice. Lucas savait qu'il ne pouvait pas leur laisser Camilla et qu'il serait alors exposé, alors il est arrivé avec l'intention d'encercler tout le monde. Un instant auparavant, Lucas avait entendu la conversation entre les personnages et en particulier les propos de Paula. Après ces paroles, il remarqua que l'atmosphère dans la salle s'était détériorée et que les héros commençaient à chuchoter. Le garçon se rendit compte qu'à ce rythme, personne ne croirait les paroles de Camilla. C'est pourquoi il a décidé de monter sur scène. Camilla est choquée par les actions de Lucas, car s'il commet la moindre erreur, il sera démasqué. L'homme est stupéfait par le nombre de héros rassemblés dans cette salle. Bien que nerveux, il est persuadé de pouvoir jouer le rôle sans éveiller les soupçons. Parce qu'il avait tout étudié de Justice, de la longueur de ses pas au timbre de sa voix, en passant par ses postures habituelles. Norman demande à Justice où il a disparu et pourquoi il y avait du sang dans sa maison. Lucas décide de leur annoncer qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, puisqu'ils savent déjà qu'il y a du sang dans son penthouse. Les discussions et les exclamations ont fusé dans la salle, les gens étant surpris que le juge ait personnellement parlé de la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet. Hélène a été très surprise d'entendre les paroles de Justice. Elle dit que l'homme aurait dû lui en parler, au moins à elle, ce à quoi l'homme répond qu'il ne pouvait pas le faire trop tôt. La situation n'étant pas habituelle, Camilla et lui ont dû mener une enquête approfondie. Il ajoute que dès qu'il trouvera des pistes, il les informera immédiatement. Il demande ensuite à Paula qui l'a autorisé à entrer dans son appartement. La jeune fille serre le jouet très fort et répond qu'elle est très inquiète. Le héros soupira et déclara que l'enquête serait désormais beaucoup plus difficile, car les personnes impliquées deviendraient beaucoup plus prudentes. Paula s'excuse d'avoir gâché tous les plans. Derek dit qu'il ne peut pas croire à cette histoire, que quelqu'un est capable d'attenter à sa vie. Il ajoute qu'une telle confusion dans le centre-ville aurait dû être remarquée par quelqu'un et que son histoire devrait être vérifiée, car la justice pourrait avoir monté l'incident. Paula répond que Justin n'a aucune raison de mentir et que Derek est tout simplement trop méticuleux. Mais il ajoute soudain d'une voix sérieuse que la justice a commencé à manquer trop de méchants, ne se préoccupant que de la sécurité des citoyens. Sigmund est d'accord avec la jeune fille et dit qu'un héros ne doit pas se préoccuper d'une ou deux vies quand quelque chose de plus grave est en jeu. Par conséquent, sur la base de ceux qui précèdent, il soupçonne la justice d'avoir inventé l'incident. Lucas était étonné que ces personnages aient une relation si mauvaise qu'ils aient envie de s'égorger l'un l'autre. Arthur calme tout le monde et leur demande d'arrêter, en disant que Justice a des raisons pour lesquelles il ne peut pas dire toute la vérité. Il ajoute qu'ils ont un sujet plus important à discuter et propose de passer à cela. Chacun tempère son ardeur et sa curiosité, soupire et se tait. Lucas est resté sans voix, mais heureusement, ils ont commencé à discuter d'autres sujets. La réunion s'est terminée et Lucas est parti en voiture. Camilla lui jette un soda et lui dit qu'il a fait du bon travail. Mais il dit qu'il a lui-même créé le désordre en se présentant, ayant pris une décision si hâtive. Guy répond que tout le monde aurait deviné que Justice était mort s'il n'était pas apparu. Le jeune homme demande à la jeune fille pourquoi tout le monde est hostile à la justice. Elle répond que les intérêts personnels sont divisés en équipes. Par exemple, l'équipe des gardiens est composée de défenseurs naturels qui placent la sécurité des citoyens au premier plan. L'équipe El Condor est composée de croque-morts qui tentent d'écraser les méchants par tous les moyens possibles. L'équipe des surhommes qui se prennent pour des personnes extraordinaires et pensent que parce qu'ils sont devenus des héros, ils sont les élus. Et Team Union est une alliance qui ne poursuit que ses propres intérêts. En entendant cela, Lucas s'est rendu compte que les héros ne sont pas différents des politiciens. De plus, le gars a demandé quel genre de héros était Hélène. Camilla lui répond qu'Hélène est une jeune fille talentueuse qui n'a jamais perdu contre personne et qu'elle est la fidèle subordonnée de Justice. En entendant cela, Lucas a dit qu'au moment où il a mentionné la tentative d'assassinat, Hélène a feint la surprise.
Mais un bon coup d'œil permet de voir qu'elle n'est pas du tout hébétée. Il l'a remarqué, car il est capable de copier les autres dans les moindres détails, et il est très sensible aux changements d'expression faciale. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur cette seule base. Enfin, il s'arrête brusquement et la porte de la voiture s'ouvre. Camilla sort de la voiture et dit que les méchants commencent à s'affaiblir et que les héros deviennent plus forts avec l'apparition de Justice. Et d'ajouter qu'il pourra voir de ses propres yeux la fin de cette ère. Après avoir observé la mission d'extermination des méchants, elle affirme que toutes les équipes devraient participer à cette mission et que la Justice ne fait pas exception. La jeune fille dit qu'après l'arrivée de Justice, toutes les forces des méchants ont été dispersées dans plusieurs forteresses et qu'aujourd'hui, ils sont en train de balayer l'une d'entre elles. Les 4 équipes ont décidé d'entrer par des côtés différents, la Justice devant se présenter en premier au centre du parc. Lucas n'est pas d'accord pour partir immédiatement combattre seuls les méchants, car c'est suicidaire. Camilla lui tend une oreillette et lui dit que pour gagner 2 milliards, il faut travailler dur. Elle rappelle que la Justice est le héros numéro 1 et que s'il ne fait pas partie de la mission, tout leur travail sera vain. Lucas répond qu'il a besoin d'une surtaxe de 2 milliards de dollars pour avoir risqué sa vie de la sorte. Héros et méchants se livrent une bataille féroce, chacun voulant en sortir vainqueur. En arrivant en ville, Lucas s'est rendu compte que la bataille était unilatérale et Camilla a dit dans l'oreillette que c'était parce qu'il y avait plus de héros que de méchants. Ashley s'approche soudain de lui. Elle est heureuse qu'il se soit retrouvé. La jeune fille est scandalisée que quelqu'un ose s'en prendre à la Justice et même y penser. Il se rend compte qu'Ashley est une vraie fan et elle lui demande de la prévenir s'il trouve l'intrus. Soudain, un homme est attaqué par un méchant qui vise sa tête. La fille n'a pas remarqué l'apparition de ce type et n'a pas eu le temps d'utiliser sa capacité. Mais Justice s'est occupé lui-même du méchant en lui donnant un simple coup de poing. Lucas n'a même pas utilisé la moitié de son pouvoir pour ne pas provoquer une transformation prématurée. Et il espérait que cela suffirait à vaincre les méchants les plus faibles. L'instant d'après, il quitte Ashley en lui disant qu'il a des choses à faire et qu'ils se parleront la prochaine fois. En chemin, il rencontre des méchants qui veulent le tuer. Mais il les a vaincus avec facilité et a continué à courir à toute vitesse. Lucas ne savait pas qu'il pouvait copier les capacités des morts. Et s'il l'avait su dès le début, peut-être que sa famille serait encore en vie. Soudain, ses pensées sont interrompues par Camilla qui lui dit de ne pas perdre de temps à se battre, car il risque d'être en retard. Le garçon s'est rendu compte qu'avec sa nouvelle capacité, il pouvait aider d'autres personnes sans défense. Il courait à toute allure vers sa destination. Mais soudain, une lance atterrit devant lui, l'obligeant à ralentir sa vitesse. Un homme nommé Kaysar apparaît et dit qu'il est honoré de combattre la Justice. Lucas ne se rend pas compte de l'identité de cet homme qu'il voit pour la première fois. Camilla lui explique qu'il s'agit d'un méchant qui tue des héros pour le plaisir, et que jusqu'à présent, c'est un adversaire trop difficile pour lui. L'homme s'est rendu compte que, puisqu'il ne pouvait pas l'affronter, il devait le contourner. Mais Kaysar l'a saisi par le cou et l'a fait tomber au sol. Et l'instant d'après, le méchant a installé son colisée dont on ne peut s'échapper. Pris au piège, l'homme n'a d'autre choix que de se battre. Justice assène des coups à son adversaire, mais il n'est pas à la hauteur de n'importe quelle blessure tant qu'il se trouve dans le Colisée. Le méchant frappait avec sa lance et ne comprenait pas pourquoi tout le monde avait peur de Justice s'il était en fait un faible. L'homme dit que pour le vaincre, le héros doit faire de son mieux. Lucas pensait que s'il utilisait toute sa force, une transformation forcée s'ensuivrait immédiatement, mais il réalisa soudain quelque chose. Kaysar ne savait pas si Justice se retenait ou non, mais c'était même une bonne chose, car s'il mourait, les héros arrêtèrent l'offensive. Mais soudain, l'homme a attrapé la lance avec facilité, l'arrêtant à 1 millimètre de distance. Lucas s'est rendu compte qu'un super pouvoir est comme un verre d'eau et que plus on l'utilise, moins il y a d'eau dans le verre. Mais la taille de la capacité de Justice n'est pas comparable à un verre, car il avait toute la mer à sa disposition. L'homme était plein d'énergie, mais il essayait de la garder plus longtemps. Et dès le début, en tant que juge, vous n'avez pas eu à le faire. Dans la pièce, Hélène, inquiète, ne trouve pas de place pour s'asseoir. La secrétaire demande ce qui s'est passé et Hélène demande si le rapport de Justice est arrivé. La jeune fille répond que le rapport est assez tardif et que Kaysar est peut-être sur le chemin. La jeune fille se leva pour partir, car elle doutait que le méchant puisse tenir Justice aussi longtemps. Hélène voulait voir par elle-même ce qui s'était passé après tout. Le méchant, en regardant à nouveau Justice, s'aperçoit qu'il est devenu une autre personne. Lucas se rendit compte qu'à chaque fois, il contenait de force le pouvoir dans son corps et provoquait une transformation forcée. Et il voulait voir ce qui se passerait s'il la libérait complètement. Soudain, comme en un claquement de doigts, la bataille devient unilatérale. Kaysar a ensuite ajouté une deuxième couche de Colisée pour augmenter ses chances de victoire. Il pensait qu'il pourrait facilement battre Justice maintenant. Mais l'homme ne s'était jamais autant trompé dans son jugement. Le héros, usant de sa force, brise la lance à poing nu. L'homme ne pouvait que fixer le poing qui s'approchait et n'en croyait pas ses yeux. Il n'arrivait pas à croire que la différence de force était si grande. Lucas poussa un soupir de soulagement, car il s'agissait d'un combat assez dangereux pour lui.
L'homme s'est retourné au bruit et a vu les bâtiments s'effondrer. C'est un héros de l'équipe d'El Condor qui s'est battu. Le jeune homme se rendit compte que ce n'était pas des gars faciles, car il avait entendu dire qu'ils étaient trop concentrés sur les méchants pour remarquer qui que ce soit d'autre. Une nouvelle attaque puissante du héros, repoussée par le méchant. Cette attaque a été réfléchie et a touché un bâtiment voisin. Lucas se rend compte que le bâtiment est sur le point de lui tomber dessus et il doit s'enfuir rapidement. Kaysar est allongé à côté de lui, et le garçon se dit qu'il mourrait si un immeuble lui tombait dessus. Mais ce méchant a essayé de le tuer, et il ne devrait pas se soucier de savoir s'il va mourir ou non. Dans sa bonté, il a soulevé le méchant, car il ne pouvait pas supporter de le voir mourir. Il espérait que lorsque le méchant ouvrirait les yeux, il changerait, se rendrait compte de la beauté de la lumière blanche et suivrait les lois. Les bâtiments s'effondrent les uns après les autres sur le passage de la justice. Il n'a plus le temps de s'enfuir et attend qu'elle lui tombe dessus. Mais soudain, Camilla est apparue et lui a dit qu'elle le soutiendrait à tout moment. La jeune fille utilisa son pouvoir et projeta les débris de l'immeuble sur le côté. Elle lui reproche d'avoir choisi de protéger le méchant et lui dit qu'il doit être plus sérieux. Guy répond qu'il ne pouvait pas regarder un homme mourir devant lui et qu'il a agi en tant que bienfaiteur de justice. Soudain, l'homme se réveille et repousse le héros. Le méchant prend Camilla en otage et exige d'elle qu'elle fasse tout ce qu'il veut. La fille dit à l'homme que c'est le résultat de son bienfaiteur. Un homme ne devrait pas manquer de respect à l'endroit où se trouve la justice avec une attitude aussi irresponsable. Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle meure ou non, mais que l'on a l'obligation de ne pas laisser partir Kaysar. Camilla dit que ce méchant est le principal, et que la crédibilité de justice tombera s'il le laisse partir. Kaysar, furieux d'être ignoré, lui rappelle qu'il va tuer la jeune fille. Lucas dit qu'il ne laissera pas cela se produire. Dans la seconde qui suivit, Camilla sentit une forte brise souffler. Le jeune homme s'est rendu compte que, quoi qu'il arrive, les méchants restent des méchants. Il dit qu'il va s'occuper personnellement des problèmes qui ont surgi à cause de lui. Camilla soupire et dit que les ambitions de cet homme sont grandes, mais qu'il a un rapport à envoyer. Justice signale qu'il est arrivé à destination. L'homme rit, disant qu'il n'est pas très facile de gagner 2 milliards de won. Camilla savait que Kaysar, bien que bizarre, était un adversaire de taille. Et quel que soit le pouvoir de justice, ce méchant n'est pas quelqu'un qui peut être vaincu avec les compétences d'hier. La jeune fille pensait que Lucas n'était qu'un garçon avide d'argent, mais elle s'est soudain rendu compte qu'elle pouvait compter sur lui. D'en haut, sur le toit du bâtiment, un homme les observe. Cette personne était Hélène de Team Guardian. Elle a senti que quelque chose n'allait pas avec la justice et la situation. Lorsque le travail est terminé, Lucas pousse un soupir de soulagement. Il a eu la chance de ne pas être contraint de se transformer après avoir perdu le contrôle de soi. Camilla dit qu'elle est contente que le gars soit libre de contrôler le pouvoir de justice. Le jeune homme est un peu gêné que la fille ait été plus gentille avec lui. Pendant la mission, Lucas a également décidé d'essayer d'absorber les capacités d'une autre personne. Lorsqu'on le touche, il y a une réaction. Mais il y a eu un contre-coup désagréable qui s'est répercuté dans sa tête. Il y eut bien une réaction, mais rien de plus, même s'il sentit un instant l'absorption du pouvoir. Et puis le processus a été interrompu de force à mi-parcours. La fille suppose que le gars ne peut absorber qu'une seule capacité, ou que le pouvoir de justice à lui seul est trop fort. L'homme dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, car il n'y a que peu d'informations et la fille est d'accord. Camilla dit qu'ils ont quand même fait du bon travail et qu'ils méritent des vacances. Cela se produit toujours après la victoire de l'équipe des gardiens. Tout le monde est excité par l'apparition de justice et par le fait qu'ils ont gagné. Lucas s'est rendu compte que beaucoup de gens croyaient en lui. Il prend un verre de bière et le boit d'un trait. Deux hommes se tiennent à l'extérieur de la salle et regardent avec dédain ceux qui s'amusent. Derek a commencé à partir et a dit qu'il ne serait pas heureux longtemps. Norman demande à l'homme s'il a un plan. Il lui répond que c'est probablement le cas, mais que de toute façon, les choses vont bientôt changer. Le lendemain matin, dans le nouvel appartement de Lucas, il s'est réveillé avec une terrible gueule de bois et sa tête lui faisait mal. Et il avait même honte de se souvenir de ce que les héros avaient fait hier. Néanmoins, en sortant de sa chambre, il s'étonne du luxe dans lequel il va désormais vivre. En outre, 2 milliards de won ont été déposés sur son compte. Lucas est très heureux d'avoir enfin atteint un succès sans précédent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Justice a été assassiné. Sur la table se trouve le rapport d'autopsie fourni par Camilla. Aucune blessure n'a été constatée, mais l'activation d'une capacité avant la mort a été révélée. Le jeune homme est très curieux de savoir ce qui s'est réellement passé. Il entend un bruit et pense que c'est Camilla qui entre pour discuter des détails du document. Mais à sa grande surprise, il s'agit d'Hélène. Le garçon se cachait derrière la chaise et ne comprenait pas ce qu'Hélène faisait ici et pourquoi elle venait ici comme si c'était sa maison. Hélène appelle Monsieur Justice en entendant sa voix. Elle lui demande ce qu'il fait là, caché derrière une chaise. Lucas se tourne vers Justice et fait semblant de s'entraîner. Hélène est très heureuse de voir cet homme et le félicite pour sa persévérance et sa discipline. La jeune fille a entendu dire qu'il y avait eu plusieurs tentatives d'assassinat et qu'il fallait en discuter. Alors elle est venue. Le jeune homme comprend enfin pourquoi Hélène a fait preuve de sang-froid à ce moment-là.
Soudain, la jeune fille passe ses bras autour de Justice et a dit que c'était exagéré alors qu'il ne lui avait même pas dit quoi que ce soit. L'homme ne comprend pas ce qui se passe et demande à Hélène ce qu'elle fait. La jeune fille se souvient de lui avoir demandé de l'appeler Helenoshka lorsqu'ils sont seuls ensemble. Lucas devine maintenant qu'ils entretiennent tous deux une relation amoureuse. Justice sortait avec Hélène, mais les archives n'en font pas mention. La justice a donc décidé de dissimuler leur relation. La jeune fille demande pourquoi l'homme est silencieux, mais Lucas ne sait pas quoi dire. Il a décidé que l'appeler par son prénom serait suffisant. Le juge s'est excusé auprès d'Hélène en prétextant qu'il avait oublié parce qu'il l'appelait rarement ainsi en public. En entendant cela, la jeune fille est d'abord restée sérieuse, puis elle a souri. Hélène dit qu'elle est devenue rancunière parce qu'il ne change pas d'attitude à son égard, même en privé. Elle ajoute que cela l'a mise mal à l'aise. L'instant d'après, la fille a attaqué le type avec son épée. La jeune fille s'est refroidie et a dit qu'au début, elle avait même cru que l'homme était vraiment la justice. Lucas est très surpris, car il a failli perdre la vie il y a une seconde. Hélène dit qu'elle lui coupera les mains avant de poser des questions. La jeune fille, tout comme Justice, est membre de la Team Guardian et occupe le poste de commandant adjoint. Elle est née avec une capacité très puissante. Cette capacité s'appelait Speedmaster, c'est-à-dire super accélération. Tout l'intérieur de la maison a été découpé avec beaucoup de précision et de netteté, et le garçon se rend compte que la jeune fille a perfectionné ses mouvements. Hélène attaqua à nouveau, et Lucas activa la capacité, lui demandant d'attendre. La jeune fille est un peu surprise que ce type ait pu copier la capacité de Justice, mais il ajoute qu'il gaspille son pouvoir et son énergie. Il se rend compte qu'il ne peut pas continuer ainsi, et qu'il doit trouver quelque chose. Il a donc décidé de riposter et d'utiliser sa capacité. Hélène comprend alors comment il a vaincu Kaysar, et affirme que ce n'est que le résultat d'un gaspillage inepte de ses forces. Cependant, les mêmes astuces ne fonctionneront pas avec elle. La jeune fille effectua une série d'attaques rapides comme l'éclair et infligea des dégâts importants au corps de Justice. Hélène dit qu'il ne la battra jamais s'il continue à se battre de la même manière. Elle le découpe de la manière la plus impitoyable qui soit lorsqu'il résiste, mais s'il tombe, la douleur est terminée. L'homme n'accepte pas ces conditions et la fille se précipite pour l'attaquer. Elle lui donne un coup d'épée dans la poitrine et le sang jaillit de la blessure. Lucas dit qu'il n'a pas pu donner un seul coup de poing à la fille à cause de sa vitesse. Mais maintenant, elle ne peut plus bouger car il lui attrape le bras. Même si le gars a reçu un coup à la tête, il n'a même pas pu l'assommer. Lucas fut très surpris, car il avait calculé chaque newton de sa force pour endormir la jeune fille. L'homme avait un mauvais pressentiment, et il décida qu'il devait frapper une autre série de coups avant qu'il ne soit trop tard. En un instant, la fille qui se trouvait devant lui disparut de sa vue. Hélène demande à l'homme de cesser de résister, car il ne fait que retarder l'inévitable, et elle va de toute façon lui retirer les mains. La fille a appliqué la capacité ultimatum, destruction de l'ennemi de l'humanité, en 1000 coups. Lucas se retrouve sous pression, où il reçoit un nouveau coup d'épée à chaque seconde. Et à ce rythme, il aurait vraiment pu être découpé en petits morceaux. Soudain, une nouvelle capacité est apparue dans leur combat intense. Hélène se rend compte que cette capacité lui est familière. C'était Camilla. Elle a dit qu'elle savait qu'Hélène était très sensible au sujet de la justice, mais elle ne pensait pas qu'elle devinerait si rapidement. La jeune fille se rend compte que Camilla était également impliquée et lui demande de tout expliquer. Elle décide alors de ne pas attendre, mais de dire tout de go que Monsieur Justice a été assassiné. Hélène est horrifiée de réaliser que Justice a été assassiné et ils organisent ce cirque de travestissement pour ne pas choquer les autres. Camilla dit qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait agir rapidement pour que ce décès ne cause pas d'autres problèmes. La fille répond que c'était trop évident, même si le gars a les pouvoirs de justice, il est complètement inapte à les utiliser. Camilla dit qu'elle comprend, mais pour l'instant, il est plus important de gagner le plus de temps possible. Lucas est d'accord, car pour enquêter sur la mort de Justice, ils doivent mettre les choses au clair. La fille dit que c'est absurde et que le tueur aurait pu revenir pour les tuer tous les deux. Guy dit qu'il est peu probable que le tueur revienne, puisqu'ils sont les seuls à savoir pour la mort de Justice. Les filles ne comprennent pas de quoi parle l'homme et lui demandent pourquoi il pense ainsi. Parce qu'il y a eu un meurtre massif de méchants hier, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de réaction. Hélène demande si, même si l'on ne sait pas qui est le tueur, il penserait qu'il y a eu un accident dans son assassinat. Le gars dit que c'est peu probable, ce à quoi la fille répond par un soupir. La jeune fille décide de partir se promener et de mettre de l'ordre dans ses idées. Hélène est la seule à avoir suivi fidèlement la justice, et son esprit doit être en plein désarroi en ce moment. Et maintenant, elle est devenue le seul agent de liaison de l'équipe Guardian. Comme Justice, il a supervisé les routines au sein de l'équipe. Mais en son absence, les héros peuvent se disperser, laissant Hélène seule. Camilla est indignée, car de telles personnes ne sont pas dignes d'être appelées des héros, et elles n'étaient pas différentes d'un troupeau de moutons à conduire. C'est pourquoi ils doivent à tout prix mettre leur plan à exécution, pour que les héros ne quittent pas leur poste et que l'espoir brûle dans le cœur des gens. Lucas a enfin compris pourquoi Camilla se lançait dans cette aventure. Soudain, la fille reçoit un message et dit au gars de se préparer pour la deuxième mission.
Ils sont arrivés dans la salle à manger, et le type n'a pas pu commencer son repas parce que tout le monde le regardait. Tout le monde s'étonne de son apparition et se demande ce qu'il fait ici. L'homme ne comprend pas ce qu'il doit faire, ce à quoi la fille répond que c'est déjà fait. Elle lui explique qu'il a été assassiné récemment et qu'il doit montrer à tout le monde qu'il va bien. L'homme a compris, mais il a du mal à faire semblant de manger devant tout le monde. La jeune fille lui dit de s'y habituer, mais qu'il y en aura moins à l'avenir. Aujourd'hui est un jour spécial où il y a une initiation parmi les héros. Camilla désigne les héros qui se rendent au plus grand événement d'Artium. Lors de cet événement, les personnages décident laquelle des 4 équipes ils peuvent rejoindre, ceux qui s'apparentent à une journée portes ouvertes à l'université. Le juge a réalisé l'énormité de l'événement et a demandé ce qu'ils devaient faire. Camilla répond qu'ils doivent partir et qu'elle leur racontera tout en chemin. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à un grand stade. Lucas fut tellement surpris qu'il poussa involontairement un cri d'admiration. La jeune fille lui dit de se calmer, car quelqu'un pourrait penser que Justice a peur. Camilla lui dit qu'il n'a rien à faire, répondant ainsi à la question qui le taraude. Elle ajoute que le héros le plus fort n'a pas besoin de prouver sa force dans l'arène. Il n'a plus qu'à s'asseoir tranquillement et à observer ce qui se passe. Un coup d'œil sur le nombre de personnes présentes dans les rangs des équipes respectives est révélateur. Gardien a perdu de sa valeur par rapport aux équipes de l'Union et des super-humains. Chaque membre de l'équipe dispose d'un pouvoir immense, et il n'est pas surprenant qu'il veuille l'utiliser à son avantage. Soudain, ils aperçoivent Hélène qui vient vers eux. Elle s'est assise à côté d'eux et a dit qu'elle avait décidé de jouer le jeu, mais elle n'est toujours pas de leur côté. Lucas ne comprend pas pourquoi cette hostilité, puisque ce n'est pas lui qui a tué Justice. Enfin, le spectacle commence et 2 héros entrent dans l'arène. Le match entre les gardiens et les super-humains a commencé. Dès que l'ordre est donné, les héros entrent dans la mêlée. Adam active sa capacité et attaque Jack à l'estomac. Jack est projeté en arrière par la force du coup. Il a félicité son adversaire pour son agilité et ses mouvements rapides. L'instant d'après, les hommes poursuivent le combat. Lucas ne comprend pas pourquoi les héros se battent, ce à quoi Camilla répond qu'il s'agit d'une sorte de campagne de relations publiques pour leur équipe afin d'attirer les gens. Justice dit que ce n'est qu'un match amical pour montrer sa force. Ce à quoi la jeune fille a répondu que l'on ne pouvait guère qualifier ces rencontres d'amicales. Pendant ce temps, dans l'arène, Adam renverse Jack au sol et lui brise la main. Lucas n'a pas supporté de la regarder et s'est levé en leur disant d'attendre. Mais Camilla l'en empêche, lui rappelant qu'elle lui a dit de ne rien faire. Bien qu'il y ait des brimades, les batailles sont des luttes de pouvoir féroces entre les équipes. En gros, il ne fait rien d'illégal et même la justice n'a pas le droit d'intervenir. Adam demande pourquoi Jack n'abandonne pas, est-ce qu'il attend vraiment que les 2 mains soient blessées? Mais il s'excuse ensuite en réalisant que l'homme ne peut pas abandonner tant que sa main est enchaînée au sol. Adam dit qu'il va probablement commencer à se casser les bras. Mais soudain, il est arrêté par la main de quelqu'un. Les filles étaient surprises et ne comprenaient pas ce que faisait ce garçon. Lucas entre dans l'arène en se souvenant de sa jeune sœur qui admire les héros. Elle pense que ce n'est que grâce aux héros qu'ils peuvent vivre en sécurité et en paix. Et il ne pouvait pas regarder Adam battre un héros comme lui en souriant. La justice estime qu'il devrait avoir honte de son comportement. Adam ne comprend pas de quoi l'homme parle et répond qu'il n'a pas le droit d'intervenir. L'homme demande ce que fera le héros numéro 1 s'il ne l'écoute pas. Adam décide d'attaquer Justice avec sa capacité, car elle peut contrôler la gravité et augmenter la puissance magique. Il s'apprête à frapper le héros Gore qu'il a si négligemment saisi par le bras. Mais Justice lui a simplement serré la main, lui infligeant des dégâts et l'empêchant d'activer sa capacité. L'homme dit qu'Adam aurait pu laisser Jack se rendre et ne pas l'handicaper. Soudain, Derek apparaît et sauve un héros de son équipe de la justice. Derek active sa capacité et repousse Justice. Il dit que le héros numéro 1 doit combattre quelqu'un de son niveau. Les nouveaux venus ont été surpris d'assister à une bataille de légende dès le début. Hélène se lève de son siège et souhaite arrêter le combat par tous les moyens. Camilla s'est également rendu compte que Lucas pouvait à peine contrôler le pouvoir de Justice. Vu la façon dont il avait utilisé ce pouvoir auparavant, il n'avait aucune chance de gagner contre Derek. La justice dit qu'ils n'ont pas besoin de se battre et qu'ils peuvent s'arranger pacifiquement. Mais l'homme n'est pas d'accord, car sa crédibilité risque d'en pâtir s'il fait marche arrière maintenant. Lucas a compris qu'il n'y avait nulle part où aller et il est passé à l'attaque, activant sa capacité. Derek bloque son coup de poing et dit que Justice a oublié quelque chose. L'homme a senti la puissance quitter son corps et n'a pas compris ce qui se passait. Derek active sa capacité et dit que c'est à son tour de frapper. Justice parvient à bloquer le coup de poing avec ses bras, mais il s'est blessé la main dans le processus. Toutes les attaques qu'il porte à l'homme sont inutiles. Et l'autre s'est battu et s'est battu. Le combat était unilatéral. Lucas a deviné que Derek pouvait projeter sa propre attaque. L'homme a dit que le juge perdait son emprise et qu'il était devenu quelque peu faible. L'homme n'a fait qu'encaisser les coups les uns après les autres. Les héros qui les observent ne comprennent pas ce qui se passe ni pourquoi Justice se laisse battre. La capacité de Derek est l'absorption des pouvoirs d'autrui. Il absorbe tous les pouvoirs de son adversaire. Après avoir attaqué avec la même, mais avec un coefficient multiplié, ajoutant à la puissance de l'autre la sienne.
Quelle que soit la puissance d'une attaque, elle ne peut que nuire à son propriétaire. Camilla a compris que si cela continuait ainsi, Justice perdrait en disgrâce à cause d'un combat pathétique et unilatéral. Derek lui demande pourquoi il ne fait rien. Il s'est demandé si le héros numéro 1, la fierté de Team Guardian, se tenait devant lui. Lucas se rendit compte que si cela continuait, tout le monde pourrait se douter de quelque chose et qu'il avait éteint son cerveau pour rien, se fiant à ses sens. S'il avait simplement suivi les instructions de Camilla, il aurait facilement reçu 2 milliards de won et ne se serait pas retrouvé dans cette situation. L'homme demande combien de temps il va être un punching ball. Cependant, il ne pouvait pas supporter de voir un faux héros se comporter d'une manière tout à fait anti-héroïque. Au moment de la collision, Lucas a une idée pour vaincre Derek. L'homme a finalement vu que Justice commençait à se battre et lui a dit que s'il faisait de son mieux, il pourrait faire match nul. Mais soudain, il aperçoit la justice qui s'approche de lui. Lucas se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur de la vraie justice. Mais dans chaque situation, il y a une issue, et ici aussi, il y avait un moyen de gagner. Et cette méthode consistait à canaliser un flux de magie que Derek ne pourrait pas absorber. L'arène commence à s'effondrer sous l'effet de la soudaine puissance des deux hommes. Une très forte onde de choc s'est élevée et a touché tous les spectateurs. Camilla a été surprise de voir que ce type commençait à faire quelque chose. Mais si on le laisse en l'état, l'Atrium se désintégrera en atomes. Soudain, les hommes ressentent une forte pression venant de l'extérieur. Ils ont cessé de se battre et ont été tirés vers le sol. Lucas ne comprenait pas pourquoi son corps se sentait soudain si lourd. L'homme qui est intervenu était Arthur. Il leur a dit de s'arrêter et de regarder autour d'eux. Lucas connaissait ce type. Il faisait partie de l'équipe de l'Union. Arthur soupire et annule sa capacité, leur disant d'arrêter leurs enfantillages et de ne plus faire de telles choses, dans des endroits comme celui-ci. Derek s'est dirigé à contre-cœur vers son siège. Jack s'incline devant Justice et le remercie de l'avoir sauvé. Les gens ont été surpris par le combat et ont tous admiré Justice. Ils ont dit que s'il n'avait pas été arrêté, Derek aurait été gravement blessé. Lucas pousse un soupir de soulagement et se réjouit que tout soit terminé. Le lendemain, au penthouse de Justice, Hélène a apporté une liste de héros rejoignant les 4 équipes. Camilla dit que grâce aux frasques de Lucas, les choses vont mieux à l'Atrium, mais que le gardien est toujours à la dernière place en termes de nouveaux arrivants. L'homme demande si la différence entre les équipes est vraiment si grande. Hélène répond que ce n'est pas vraiment le cas et que même si leur héros a perdu, cela n'a pas eu beaucoup d'importance. Car dans la situation actuelle, où les méchants sont très affaiblis, il n'y a toujours personne qui voudrait consciemment rejoindre Gardien. Et à ce rythme, tout le pouvoir sera concentré entre les mains de la déjà célèbre équipe des surhommes. Lucas demande quel est le problème avec le fait d'avoir beaucoup d'autorité. Camilla lui rappelle que même s'ils ont un grand pouvoir, ils ne se comportent pas mieux que des méchants. Il demande alors, de manière réfléchie, pourquoi ils ne formeraient pas eux aussi leur propre alliance. La jeune fille dit qu'il n'y a même personne à prendre dans l'alliance, car El Condor est trop radical, les super-humains sont immédiatement exclus, et il ne reste plus que l'équipe de l'Union. En conclusion, il y avait la possibilité de n'inviter qu'eux, à moins qu'ils n'en prennent eux-mêmes l'initiative. Lucas demande aux filles ce qui est si difficile. Il ajoute qu'il serait peut-être un peu difficile de se réincarner en 2 personnes à la fois. Les filles ne comprennent pas où il veut en venir. L'instant d'après, il leur montre le téléphone et leur dit qu'il va le faire. Mais seulement avec le salaire d'un héros numéro 1. Le soir, il y avait une fête sur le toit de l'hôtel avec beaucoup de monde. Les gens se détendent et s'amusent. Certains nagent et d'autres dansent. Lucas demande pourquoi ils sont venus dans un endroit comme celui-ci, tard dans la nuit. Elle répond que William, qui a été classé 3e parmi les membres de l'équipe de l'Union, est ici. Contrairement aux autres équipes de Team Union, le rang ne dépend pas de la force du héros, mais de sa popularité. Il est difficile de le qualifier de héros, mais grâce au fait qu'il organise, il a de nombreuses relations. Et il y a un vote qui doit avoir lieu aujourd'hui auquel William participera, et Lucas doit truquer le résultat. Camilla doute qu'il s'en sorte et lui demande ce qu'il compte faire. Guy dit que ce n'est pas une de ces choses qui méritent d'être louées. Et en regardant la fille en maillot de bain, une idée lui est déjà venue. Finalement, William se présente à la fête et tout le monde est heureux de le voir. William se tourne vers les gens et leur dit que ce soir, c'est une fête formidable. Je leur ai également rappelé qu'aucune loi ne les obligeait à effectuer chaque jour des opérations de sauvetage. Il propose d'oublier tous les soucis et de s'amuser jusqu'au petit matin. Thomas dit que William a bu assez d'alcool pour la journée, ce à quoi il répond qu'il n'a même pas commencé. En regardant l'homme, il lui demande pourquoi il est habillé de cette façon. Le garçon répond qu'il est normal qu'il s'habille ainsi parce qu'il est son serviteur. William dit que ce n'est qu'un gaspillage d'un beau visage et se plaint d'avoir été assigné à un enfant si ennuyeux. Soudain, une fille lui rentre dedans et verse un verre sur ses vêtements. William s'effondre car ses vêtements sont chers et dit à la fille de faire attention où elle met les pieds. Leslie dit qu'elle n'a pas remarqué le gars parce qu'elle a trop bu. Elle lui propose de l'aider à nettoyer ses vêtements, ce à quoi William répond qu'il n'y a rien de mal à cela et que cela arrive. Ce à quoi la jeune fille répond qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle aimerait vraiment nettoyer cette tâche dans un endroit privé.
Le gars dit que puisqu'elle le veut vraiment, elle ne peut rien y faire. Il quitte Thomas et lui demande de faire régner l'ordre en son absence. L'homme entre le mot de passe et la porte de sa suite s'ouvre. Mais avant que William ne puisse demander quoi que ce soit, Leslie a utilisé sa capacité. L'instant d'après, elle l'assomme d'un seul coup. Naturellement, c'est Lucas qui s'est transformé en fille pour tromper William. Il s'est immédiatement mis à la recherche de la tablette sur laquelle devait se tenir la conférence. La tablette est dotée d'une reconnaissance rétinienne et d'une reconnaissance d'empreintes digitales, mais William n'a pas pu s'en rendre compte, car il était plutôt prudent. Mais il a eu la chance qu'il n'y ait pas de mot de passe. Il s'est donc réincarné en William et a déverrouillé la tablette sans difficulté. Arthur est surpris que William se soit présenté si tôt à la conférence. L'homme est allé droit au but et leur a rappelé qu'ils devaient décider, lors de cette réunion, de coopérer ou non avec Team Guardian. Arthur avait 1479 voix, Béatrice 1326 et William 985. Lucas a été surpris par la façon dont les choses ont été organisées dans l'équipe de l'Union. Cela ne ressemblait pas à un vote, mais à un spectacle. Guy s'est rendu compte que le vote de William pouvait influencer le résultat. Tout le monde a voté rapidement, et Arthur a été un peu surpris. Par la suite, il a déclaré que puisqu'ils avaient pris une décision à l'amiable, ils allaient la mettre en œuvre. Lucas se déconnecte de la conférence et pousse un soupir de soulagement. Dehors, Camilla l'attend et lui demande comment ça s'est passé. Ce dernier lui répond que c'est un succès et qu'il a fait 2 milliards de travail. Dans sa chambre d'hôtel, William se réveille et reconnaît qu'il a un peu trop bu. Thomas demande si l'homme est sûr de ne se souvenir de rien. William dit que c'est vrai, car l'intimité avec un tel canon a dû être incroyable, et il a même réussi à assister à la conférence. Il dit que dès qu'il a ouvert la tablette, il a remarqué qu'il avait déjà voté. William se demande qui était cette fille, et si Thomas a son contact. Thomas a deviné quelque chose et demande à William une liste de tous les invités présents hier. Le lendemain matin, Lucas décide de revoir complètement sa garde-robe, car il doit s'adapter au style et aux préférences de Justice. En regardant sa garde-robe, il a vu tout le contraire. Tous ses vêtements ne lui allaient pas du tout. Camilla a ajouté qu'il fallait changer non seulement l'apparence, mais aussi toutes les habitudes, la manière de communiquer et le comportement. Hélène regardait tout cela d'un air mécontent. Elle ne semblait toujours pas apprécier cette histoire d'échange. Lucas éparpille tous les objets de l'armoire, se rappelant qu'il est devenu incroyablement riche et qu'il peut tout acheter, et il remarque soudain une photo encadrée. En ramassant la photo, le visage du protagoniste change radicalement. Il tombe à genoux et scrute tout ce qui s'y trouve. La photo représente toute sa famille heureuse et insouciante à l'époque, rappelant qu'il venait juste de quitter le cinéma à ce moment-là. Lucas avait oublié qu'il l'avait caché dans l'armoire pour ne pas se souvenir de ce qui s'était passé ce jour-là, le regard rempli de nostalgie pour sa famille. En pensant à la joie qu'il y aurait à ce que sa petite sœur puisse voir sa transformation en Justice, elle est ravie. À l'idée de prendre définitivement la photo avec elle, le cadre se brise et la photo vole directement sous le lit. Mécontent de sa maladresse, Lucas tente de soulever le lit et, ne calculant pas sa nouvelle force immense, le lance comme une peluche. L'expression de consternation et d'étonnement sur son visage quant à la façon dont il a réussi à faire cela. Un peu plus tard, dans le bureau, le protagoniste et Camilla discutent de ce qui s'est passé à la maison. Lucas dit que la poussée d'énergie a commencé brusquement ce matin, et il dit avec excitation qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, ramassant un stylo et le cassant, le touchant à peine. Camilla suppose qu'il est devenu plus sensible aux capacités de Justice et que le super-pouvoir a commencé à s'éveiller. D'un air idiot, Lucas demande comment c'est possible. Il ne peut que copier son apparence après tout et en tirer un certain pouvoir. Son interlocuteur lui explique alors que, comme les muscles humains, plus il utilise ses super-pouvoirs, plus il devient fort, et qu'il est temps de se mettre au travail. En un clin d'œil, le protagoniste se transforme en Justice. C'est l'heure d'une conférence réunissant les principaux super-héros. Arthur s'excuse d'avoir obligé tout le monde à se réunir et à se contacter si soudainement, mais il doit se rendre d'urgence en voyage d'affaires. Norman, qui veut en venir rapidement au fait, déclare d'un air narquois qu'ils n'ont qu'un seul grand sujet à l'ordre du jour pour l'instant, à savoir une répartition plus productive de nos forces. Le chef de l'équipe dit que c'est exact, la conversation portera sur ce point, El Condor a décidé de former une alliance avec Team Guardian. En entendant sa déclaration, Norman s'insurge contre la rapidité avec laquelle les choses ont été résolues et comment elles en sont arrivées là. Comme s'il ne remarquait pas ses emportements, Arthur continue. Toutes les décisions dépendent du résultat du vote, et il s'avère que la majorité pense que maintenant plus que jamais, nous devons nous concentrer sur l'arrestation des méchants restants. Norman s'énerve encore plus en disant que ceux sont des conneries et qu'il n'aime pas l'idée. Soudain, Sigmund, serrant la tête du bandit, demande pourquoi en parole se concentrer sur la capture des méchants. Ce dernier commence brusquement à exprimer son mécontentement. Y a-t-il une bonne raison? Sursautant à cette question, Norman répond que la dernière mission a permis de détruire la base principale des méchants. Le juge dit alors qu'il faut cesser de discuter, que c'est une perte de temps,
que son point de vue sur la situation est fondamentalement différent et que nettoyer le camp principal ne garantit pas que l'on se débarrasse de l'ennemi. Hélène complète en toute sérénité qu'elle est tout à fait d'accord et solidaire avec l'avis du chef. Avec le même mécontentement sur le visage, Norman veut objecter mais ses objections sont immédiatement interrompues par Derek. Et d'une voix languissante dit que la décision a été unanime. Est-il possible de s'opposer à l'avis de toute l'équipe? La destruction complète des méchants apportera la paix et la tranquillité. Cette fois, il soutient les intentions de Gardien. Lucas, dans le corps de justice, se demande comment on en est arrivé à cette altercation entre les héros, alors que les négociations touchent à leur fin. De retour à l'appartement loué par Lucas, Camilla est surprise de voir un trou dans le plafond suite à une malheureuse farce. Elle se demande comment il va se justifier auprès de la propriétaire, s'il a une idée sur la question. En jetant les ordures, le protagoniste répond qu'il va lui donner une liasse de billets, pensant que cela résoudra le problème, mais l'important est que depuis le jour où il l'a abordé pour la première fois, une mer d'inconnus a commencé à lui arriver. Il lui demande pourquoi Camilla l'aide à résoudre tout cela, alors qu'ils ont une relation commerciale normale, qu'ils travaillent en échange d'argent, et qu'elle s'inquiète pour lui. Camilla répond qu'il est dans son intérêt que tout aille bien, car tant que justice est en vie, tous les héros se comporteront comme ils le devraient dans la réalité. Mais il y a une autre raison, un peu plus personnelle, et réalisant qu'elle en a trop dit, elle rejette sa capuche en vitesse et se dirige vers la sortie. Pensant avoir dit quelque chose d'inutile, Lucas fronça les sourcils, mais il ne chercha pas à savoir ce qu'elle voulait dire, et il valait mieux qu'il ne pose pas la question de sitôt. Alors qu'ils sortent sur la terrasse, ils remarquent avec méfiance que le même garde qui était à la fête avec William se tient là. Camilla le reconnaît et dit que c'est Thomas de l'équipe de l'Union, se demandant ce qu'il fait ici. Souriant comme si de rien n'était, Thomas remarque qu'il est inattendu de les croiser dans un tel endroit, et Camilla se dit qu'il est manifestement venu pour une raison et qu'elle est là pour ça. Se retournant brusquement et fixant Lucas, Thomas déclare soudain qu'il est au courant de ses capacités de copie. Lucas se fige de consternation. Tentant de détendre l'atmosphère, il fait remarquer, sourire aux lèvres, qu'il s'agit d'une activité assez prenante et qu'il l'apprécie. En un instant, son sourire disparaît et il demande pourquoi il est venu à la fête hier soir, car il n'était pas invité. Sentant que quelque chose ne va pas, Lucas nie timidement et dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, qu'il a fait des corvées toute la nuit dernière. Interrompant ce mensonge éhonté, Thomas déclare qu'il n'y a aucun moyen de s'en tirer, car toutes les caméras de surveillance ont été visionnées et indiquent le contraire, l'une d'entre elles montrant clairement qu'il s'est réincarné en fille. Après quoi, il a fait ce qui était prévu, a repris son ancienne apparence et a quitté l'hôtel en toute discrétion. Lucas s'est alors rendu compte qu'il avait manqué une caméra et a commencé à prétendre que ce n'était pas ce qu'il pensait, qu'il était juste ivre et qu'il était tombé accidentellement sur William et qu'il avait commencé à le séduire. En supposant qu'il s'agisse d'une coïncidence improbable, Thomas a déclaré que je n'étais que paranoïaque. Soudain, son visage est devenu horrifié, et il a demandé, de manière rhétorique, comment Lucas expliquerait sa transformation en justice. Par peur et par crainte d'être déclassifié, les deux ont gelé et Thomas a continué. Il ne peut pas être sûr, mais il y a une hypothèse. Avant qu'il ne puisse parler, sa main arrache une dent à la vitesse de l'éclair. Le sang jaillit de sa bouche, mais il n'y a pas la moindre trace de douleur sur son visage. Je ne comprends pas ce qui se passe. En sautant en arrière, personne ne se rend compte de ce qui se passe, de la raison d'être de tout cela. Puis leur invité, sans perdre l'avantage d'un léger mouvement de ses doigts, lance sa dent avec une force frénétique. Alors qu'il les survole, il se transforme en un immense dôme, à partir duquel tout le monde est frappé de stupeur et ne peut rien faire. L'instant d'après, le dôme recouvre Camilla, ce qui effraie follement le protagoniste qui est désemparé. À ce moment-là, un os ressemblant à une lame tranchante apparaît des mains de Thomas et il demande à reprendre la conversation. Il est prêt à obtenir la vérité même au prix de sa vie. Ne comprenant pas ce qui se passe, Lucas lui demande d'arrêter et de lui expliquer ce qu'il cherche. En examinant sa main d'où l'on peut voir une lame en os, Thomas dit calmement que, comme il l'a dit plus tôt, il veut vérifier quelque chose. Il avait commencé à remarquer un changement significatif dans le comportement de justice ces derniers temps, même en tenant compte de la tentative d'assassinat dont tout le monde avait été informé. La juxtaposition des faits donne des résultats trop peu évidents. Il suggère que Camilla, l'étudiante préférée de justice, a peut-être parmi ses connaissances une personne qui peut copier l'apparence de quelqu'un d'autre et que cette personne se trouve devant lui en ce moment. Alors qu'il a fini de parler, Thomas se précipite sur Lucas à une vitesse incroyable et le blesse négligemment au cou avec son arme. La blessure n'est pas profonde mais provoque encore une gêne. Cette action remplace la peur par la colère et la détermination. Puis, la fureur dans les yeux, le protagoniste crie son incompréhension quant à la raison pour laquelle les héros d'Aja, dans une telle situation, ne peuvent éviter d'être séparés. En réponse, Thomas dit que même un enfant à la pensée primitive pourrait dévoiler ses mauvaises intentions, et il attend une explication.
Les yeux de Lucas s'emplissent de colère. Des étincelles apparaissent autour de son corps. Des éclairs commencent à jaillir de ses mains. Il dit qu'il en a assez de tout cela. Lorsqu'il a vu les capacités de justice, Thomas n'a pas compris comment il pouvait le faire. Il ne l'a pas vu venir et ne pensait pas que cela irait aussi loin. Il décide alors d'obtenir la vérité d'une autre manière. La même lame apparaît dans son autre main et une atmosphère inquiétante règne autour de lui. Lucas se dit alors que s'il dit la vérité, il perdra tout son argent et pire encore, que c'est peut-être la crapule aux lames qui a tué Justice. Mais cela n'avait plus d'importance. Ses poings commençaient à se déverser avec une force difficile à contenir. Il s'élance sur son adversaire, mais celui-ci écarte le bras de Lucas d'un mouvement vif et précis et redirige un puissant coup de poing sur le côté. Il a également remarqué qu'il ne pouvait pas contrôler un pouvoir aussi énorme, ce qui est dommage. S'il avait le pouvoir de justice, il serait capable de le contrôler beaucoup mieux. En souriant, le personnage principal dit qu'il peut voir la frustration sur son visage et qu'il doit être très contrarié de ne pas avoir ce genre de pouvoir. En réponse à cela, Thomas déclare avec véhémence que ce dernier est trop irresponsable à propos de tout et qu'il ne se débarrasse d'elle que pour satisfaire ses désirs, puis il se précipite. Manquant de percer le crâne du protagoniste d'un coup d'estoc, Thomas l'allonge sur ses omoplates, mais Lucas parvient à arrêter la lame au dernier moment. Les forces en présence ne sont manifestement pas égales, il suffit d'en rajouter un peu pour que cela se termine mal. En un instant, Lucas projette son adversaire au loin et lui saisit fermement les bras, l'empêchant même de bouger. Thomas s'en aperçoit soudain et dit qu'il semble se battre à pleine puissance, mais qu'il ne se réveille toujours pas. Ne comprenant pas ce qu'il disait, l'homme se demanda ce que signifiait s'éveiller et à quoi cela servait. Il ne sait pas qu'en s'éveillant, on peut augmenter ses statistiques et devenir beaucoup plus fort, mais le pouvoir du héros augmente en fonction de ses motivations les plus sincères, et c'est seulement là qu'il peut briller plus que les autres. Thomas serra les dents et hurla qu'il était évident qu'il gaspillait son don de pouvoir sans même être au courant de l'éveil. Il y avait encore beaucoup d'incompréhension aux yeux de Lucas. Le regardant droit dans les yeux, Thomas poursuit en se demandant si le fait de tenir les mains de son adversaire, selon le garçon, suffirait à remporter la victoire. Il dit ensuite qu'il peut étendre le pouvoir à n'importe quelle partie de son corps, et c'est alors que d'énormes défenses sortent de ses coudes, que Lucas esquive miraculeusement. Ensuite, il se précipite de toutes ses forces sur le délinquant, car il se souvient que Camilla est toujours dans cette cocaïne, et qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Il faut tout résoudre au plus vite. Sous le coup de la surprise, Thomas ne comprend pas ce qui se passe, perd la tête pendant une seconde, puis reprend conscience, et reçoit alors un coup. Le genou de Lucas semblait en feu à cause de la force non calculée du coup, et il se tordait de douleur. On lui demande ensuite quelle est la partie du corps humain dont l'os est le plus solide, mais c'est comme si Lucas ne l'entendait pas, se mettant à genoux et se déchirant de douleur. Puis Thomas lui-même répond à sa propre question en disant que la réponse est assez simple. Dans son crâne, son visage est recouvert d'un masque d'os. Il agace terriblement Lucas, mais il admet qu'il a raison et son oubli, eh bien, on s'en souviendra pour toujours. Malgré tout, Thomas se rend compte et se dit qu'il n'a pas été capable de porter un seul coup durant tout le combat. Qu'est-ce que ce garçon a dans le ventre? Le protagoniste se relève, prend une grande respiration et décide de mettre fin à cet affrontement. Auparavant, il ne s'intéressait qu'au complot. Il voulait en finir le plus vite possible avec ce dans quoi il avait été entraîné. Cependant, à partir du moment où il n'a pas pu assurer la sécurité de sa famille, Lucas s'est constamment détesté de ne pas avoir eu la force de protéger les gens qu'il aimait. En y réfléchissant, le garçon ne remarque pas que l'ennemi s'est approché de lui et lui a dit qu'il ne pouvait pas l'égratigner et qu'il était temps de se rendre. Thomas avait raison. Même si la force de justice devait encore être prise en compte, c'était encore loin d'être gagné. Mais il y avait encore de l'espoir. Chargeant son poing à pleine puissance, tout ce qui l'entoure pâlit en comparaison de cette puissance, Lucas frappe. Le coup passe à côté de Thomas qui pointe sa lame à l'arrière de la tête de son adversaire et s'exclame en ricanant qu'il l'avait prévenu. Leurs pouvoirs ne sont pas comparables. En se retournant, le feu dans les yeux et un large sourire, le type signale qu'il ne le visait pas du tout. On aperçoit derrière lui un cocon brisé. Camilla est libérée. En quelques secondes, des tentacules d'ombre enveloppent tout le corps de Thomas, l'immobilisant sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Camilla remercie pour la libération et s'apprête à poser quelques questions à l'outsider. Mais avant cela, elle va lui mettre une raclée. Il n'arrive pas à se libérer. Il ne peut qu'attendre son destin. L'emprisonnement dans un cocon d'os rendait le seigneur de l'ombre fou, et la folie dans ses yeux était terrifiante. Thomas est désemparé et ne sait pas à quoi s'attendre, les ombres serrant son corps de plus en plus fort. Mais la situation s'inverse brusquement et un os apparaît soudain sur son avant-bras, tranchant les entraves avec facilité. L'invité non invité dit qu'il a déjà mentionné comment ses capacités fonctionnent. Les os peuvent apparaître de n'importe quelle partie de son corps, même s'il est lui-même immobilisé. Sans réfléchir longtemps, Camilla libère un flot de plusieurs ombres pour empêcher l'ennemi d'être libéré.
Mais celui qui, soudain, dresse un bloc à partir d'un amas de tissu osseux et franchit aisément tous les obstacles qui se dressent sur son chemin, semble inarrêtable. Faisant jaillir de son corps une lame tranchante, Thomas la lance, espérant blesser ou au moins désorienter son agresseur. La lame manque d'aller droit dans la tête de Camilla, s'enfonçant facilement dans le mur. Elle ne se décourage pas. Il semble qu'un peu plus et cela se serait terminé fatalement. Profitant de la confusion et de la distraction de son adversaire, Thomas frappe à nouveau, et ce coup semble bien ciblé. Il s'avère que ce n'est pas si simple, étant en forme et ayant des réactions rapides, Camilla, en utilisant un portail d'ombre, se retrouve dans le dos de l'ennemi. Lucas regarde ce combat époustouflant, les yeux exorbités, le niveau des combattants de ce combat est très élevé, ce type se bat comme le propre apprenti de justice. Après avoir évalué la situation, Thomas se rend compte que son adversaire réduit rapidement la distance et attaque avec des ombres à partir d'une distance sûre. Alors vous pouvez faire de même. Après avoir extrait une nouvelle dent, un projectile en os jaillit de ses mains dans un mouvement brusque, imperceptible pour le commun des mortels, comme s'il s'agissait d'une cartouche vivante. Cette fois, il se divise en deux et déjà plusieurs pièges volent au-dessus de nos têtes. Il ne sera pas facile d'esquiver un tel piège. Disant qu'il ne peut pas faire le même coup sournois 2 fois, Camilla affûte sa journée et hache l'attaque de son adversaire. C'est alors qu'elle remarque que Thomas a disparu. Où est-il allé en si peu de temps? Le regard de l'élève de justice oscille d'un côté à l'autre, essayant de trouver l'intrus, mais en vain. Soudain, une menace surgit d'en haut, mais les ombres peuvent anticiper les mouvements de l'ennemi et défendre instinctivement leur maîtresse. Elle saute brusquement en arrière et lance un trait violet foncé vers l'endroit où Thomas a atterri, ce qui pourrait être la fin de l'histoire. Malgré la précision du coup, celui-ci réussit à placer un bouclier d'os sur sa poitrine, qui dévie facilement l'attaque. Accroupi, rassemblant toutes les ombres de la zone, ce qui a donné des frissons dans tout le bâtiment, Camilla dit qu'il a réussi à la faire se battre pour de bon. D'un geste sec des 2 mains, le caillot d'énergie sinistre s'éleva, obéissant au mouvement de la seigneuresse, dont le regard devenait encore plus intimidant. Au-dessus de la tête de Thomas, d'immenses ombres apparaissent en forme de mâchoires de vagues. Terrifiant, c'est l'une des capacités les plus puissantes appelée Shadow Tsunami. Si elle s'effondre sur lui, il sera dans le pétrin. Toute cette incroyable boule d'énergie recouvre une grande partie du bâtiment. Un peu plus et tout s'effondre. La capacité touche légèrement l'ennemi, mais il est miraculeusement sauvé grâce à l'armure d'os. Et dans le même instant apparaît dans le dos de Camilla, du dernier de ses forces, Thomas concentre toute sa force dans sa main, essayant de porter un dernier coup. Lucas, se précipitant à son secours, craignant pour son mentor, tente de l'avertir en criant son nom. Juste avant la fin de l'attaque, l'apprenti de justice, avec une expression insouciante, signale une ombre par derrière qui va empaler Thomas à tout moment. Après cette nouvelle, il se fige. D'un ton autoritaire, Camilla dit qu'il est temps d'arrêter, voyant clairement que depuis le début, l'étranger n'essayait pas de tuer quelqu'un. Lucas ne comprend pas du tout ce qui se passe ici, car l'ennemi a failli les tuer à plusieurs reprises. En vérité, Thomas n'aurait eu aucun mal à les priver de la capacité de respirer d'un simple contact, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quels étaient ses véritables objectifs? Confirmant tout cela, l'homme dit qu'étant donné les circonstances, le cas de meurtre de Justice qui a été mentionné lors de la réunion n'était pas du tout malheureux, Justice est bel et bien mort. Sortant une flashcard de sa poche, il déclare qu'il s'agit d'une séquence de la transformation de Lucas en leader de tous les héros. Il va avoir beaucoup de mal avec ce matériel. Si cela est révélé, le héros copieur sera considéré comme un meurtrier par tout le monde et il sera alors immédiatement mis hors d'état de nuire. En terminant sa phrase, Thomas brise la clé USB d'un claquement de doigts. Stupéfait, Lucas ne comprend pas pourquoi il l'a fait. Son but n'était-il pas de le faire chanter? Il déclare alors, avec un sourire charmeur, qu'il n'a aucune raison de les contrarier, car leurs intérêts sont similaires, même s'ils semblent différents. Camilla lui demande ce qu'il veut dire, ce à quoi Thomas répond que, bien qu'il ait été membre de l'équipe Union, il est maintenant un espion de l'équipe El Condor. Cette nouvelle fige Lucas et Camilla sur place, incapables de prononcer un mot. Thomas poursuit en expliquant que Gardien et El Condor sont largement dépassés par l'équipe des surhommes à ce stade. Une fois l'épidémie de méchants reléguée à l'arrière-plan, chacun ne s'est plus préoccupé que de ses propres intérêts, de gagner plus d'argent et de s'enrichir. Thomas a donc été chargé d'infiltrer l'union et de semer la confusion au sein de l'équipe, mais il a aussi besoin d'alliés qui l'aideront à faire son travail de manière cohérente. Lucas semble commencer à comprendre, après quoi il essaie de déterminer exactement ce que l'homme veut dire. Le nouvel invité dit alors que c'est exact, qu'ils vont tous les 3 rejoindre l'union et y organiser un jugement dernier. Camilla ne fait toujours pas confiance à Thomas et se demande comment il pourrait savoir que les données contenues dans la clé USB sont en version unique et qu'il existe peut-être une copie quelque part. Il répond qu'il aime beaucoup les compétences de Lucas, qu'elles peuvent être utilisées dans de nombreux endroits, et qu'en ceux qui concernent la méfiance, il ne les persuadera pas, et s'ils ne sont pas d'accord,
Ils deviendront des concurrents et perdront à coup sûr. Surpris par l'incroyable assurance du jeune homme, l'apprenti et remplaçant de justice ne sait pas quoi répondre. Puis, en colère, Lucas objecta qu'il était déplacé de dire que maintenant, même s'il ne jouait que le rôle de la justice, l'objectif principal restait de retrouver ceux qui l'avaient tué. En faisant une alliance, Thomas devrait les aider dans cette entreprise. L'homme aux cheveux argentés a répondu qu'il comprenait parfaitement et qu'il était d'accord, car il aurait alors l'occasion d'achever personnellement l'ignoble tueur de justice, et cela semblait cool. Le protagoniste s'est alors dit que si Thomas faisait partie de l'équipe d'El Condor, c'est qu'il détestait profondément les méchants et qu'il pourrait donc être un bon allié pour eux. Fatigué d'attendre une réponse, il est contraint de décider plus rapidement s'il est pour ou contre lui. Camilla et Lucas se regardent. La jeune fille semble apprécier l'attitude de son compagnon de bataille et lui laisse le soin de décider. Mais il faut d'abord qu'ils entendent ce que Thomas a en tête. L'invité, en regardant le travail cohésif de ce couple pour choisir une solution, sourit. Il semble être d'accord. Un peu plus tard, un garde du quartier général de l'équipe de l'Union examine la carte d'identité du protagoniste, prononçant son nom et comparant la photo sur le document et dans la vie. Voyant que la situation est tendue, Lucas dit qu'il est nouveau et qu'il n'a rejoint l'équipe que récemment, puis on lui passe la main. Poussant un soupir de soulagement, il se souvient qu'il a passé toute la nuit sur ce certificat, que sa main était très fatiguée par ce travail minutieux et qu'il devait redoubler d'efforts. Les personnages de l'équipe de l'Union ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'équipe des gardiens. Tout est tellement décontracté, il n'y a pas de code vestimentaire distinctif, car ils poursuivent essentiellement leurs propres objectifs. Lorsqu'il aperçoit la silhouette familière, Lucas semble se figer, incapable de détourner le regard. Camilla apparut devant lui dans une tenue atypique. Elle portait un chemisier ajusté et un jean, et la capuche qui couvrait toujours son visage avait disparu. Elle ne prononça qu'une phrase lorsqu'elle comprit pourquoi il la fixait ainsi. Le protagoniste répond alors de manière trop brutale qu'à l'heure actuelle, on peut dire que Camilla est adorable. En colère et un peu gênée, elle s'écrie qu'elle ne veut plus entendre de telles phrases, qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir des compliments puisqu'elle porte habituellement des vêtements entièrement couverts. D'une poussée de l'épaule de Lucas, l'apprentie justicière furieuse s'avança rapidement, appelant son partenaire, tout en veillant à ce qu'il serre les dents et ne parle pas trop. Devant eux, une personnalité populaire prenait des photos avec des fans, l'expression joyeuse sur le visage. Lucas l'a reconnue et a dit que c'était Evie, ayant entendu dire qu'elle faisait également ses débuts en tant que héros et qu'elle avait immédiatement décidé d'être une nouvelle venue dans l'équipe de l'Union. Evie était une blogueuse culinaire populaire, très populaire, et ses émissions en direct rassemblant une centaine de milliers de téléspectateurs chacune. Camilla suppose que la plupart des héros qui rejoignent l'équipe de l'Union le font à des fins commerciales. Elle est probablement juste là pour un bon coup de publicité. Interrompant leur conversation, Thomas, toujours souriant, les interpelle en leur faisant un signe de la main, heureux qu'ils se soient enfin rencontrés. Camilla estime que le plan n'est pas si mauvais que cela, même s'il a été inventé par ce drôle de souriant. En augmentant rapidement votre popularité au sein de l'équipe de l'Union, vous pouvez obtenir le droit de vote. Ni la carrière ni les compétences ne sont importantes, tout dépend de la façon dont le héros attire l'attention du public. Lucas s'interroge auprès de sa partenaire. Ne serait-elle pas méfiante, elle qui a fait partie de la Team Guardian hier encore, sans même la regarder, comment gagner en popularité au sein de l'Union? Après avoir entendu la conversation et s'être rapproché, Thomas déclare avec assurance qu'il existe un moyen et qu'il le racontera bientôt. Un peu plus tard, nos héros se retrouvent dans un cours sur les capacités. Le professeur nous dit que toute capacité est basée sur CE, qu'on appelle la manifestation. Selon la manifestation, la même capacité peut être utilisée différemment, c'est-à-dire se manifester différemment, donnant des capacités différentes. Alors que la conférence se poursuit, l'enseignant nous dit que dans de rares CA, il arrive que la manifestation se déroule un peu différemment de CE qui était prévu, ce qui se produit généralement lorsque les capacités sont éveillées pour la première fois. Il est presque certain que tout cela conduira la personne à perdre le contrôle d'elle-même, à devenir frénétique et à ne pas être consciente de ses actes, comme le montre la photo. Dans cet état, la personne est presque totalement privée de raison et acquiert une force immense et menaçante, et son cerveau ne fonctionne plus que par réflexe. En complément de ce qui vient d'être dit, le professeur précise que ces personnes sont périodiquement la cible des chasses aux héros et que si l'une des personnes présentes est intéressée par une telle chasse, elle peut recevoir une mission similaire. La grande majorité des participants à l'étude n'ont pas compris qui pourrait être intéressé par ce projet parce qu'il est incroyablement dangereux et qu'il ne vaut pas la peine d'en faire l'effort. L'instructeur l'a pensé, aucun nouvel arrivant n'est attendu. Même si c'est compréhensible, ce n'est pas la Team Guardian ou El Condor. Il continue son cours. Mais soudain, de manière tout à fait inattendue, un cri retentit dans le public et l'on voit la main levée de Lucas qui dit que son groupe veut s'impliquer.
Surpris, l'enseignant au bandeau ne se souvient pas de la dernière fois où l'un des nouveaux arrivants a accepté ce genre de mission. Tout le monde autour de Lucas a commencé à chuchoter et à rire. Le plus audacieux lui a même demandé ce qui n'allait pas, et si son équipe était d'accord avec la décision. Il regarda Thomas pour voir s'il s'était trompé. Le garçon répondit que c'était bien, mais que ce serait difficile pour un nouveau venu, mais qu'avec la force de justice, ce ne serait pas plus difficile que de vaincre un enfant. Un peu plus tard, Camilla amène le protagoniste à la demeure de justice et à sa salle d'entraînement préférée, qui semble assez spacieuse, voire trop spacieuse. À l'entrée, la jeune fille se demande pourquoi il a demandé à l'amener ici, ce qu'il mijote. L'expression du visage de Lucas devient alors brusquement sérieuse. Il se souvient de la bataille contre Caesar et dit que c'est une question de force. Dans la bataille contre Caesar, tout s'est arrangé parce que la force de justice est colossale. Et lors d'une confrontation avec Derek dans l'arène, il n'aurait pas réussi si le combat n'avait pas été interrompu. Il ajoute qu'Hélène a raison. Jusqu'à présent, il n'avait pensé qu'au profit et à l'argent, mais ses objectifs ne se limitaient pas à cela. Un souvenir de son anniversaire lui revient à l'esprit. Lorsque toute la famille était réunie, ils étaient heureux et insouciants. Ce jour-là, Lucas décide de faire plaisir à sa petite sœur préférée, sachant qu'elle meurt d'envie de voir un héros nommé Nolan. La jeune fille était en effet très attachée à ce héros et suivait toujours ses exploits. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle se figeait avec impatience dans l'attente du miracle. Quelques secondes plus tard, le héros Nolan, Lucas s'était entraîné pendant des semaines pour s'assurer que tout se passe parfaitement. Sis n'a pu s'empêcher de se réjouir et d'admirer. Son rêve s'est réalisé grâce à son frère qu'elle aimait follement. Le moment merveilleux est soudainement interrompu par une entité apparaissant derrière. En un instant, la table où les parents étaient assis s'envole dans les airs. Il semble mourir sur le coup. La jeune fille cria de peur et s'accrocha à son frère. Lucas était lui aussi effrayé et abasourdi. Ne comprenant pas ce qui se passait, il regarda fixement le méchant. Un énorme tas de muscles violets avec 4 yeux et une bouche mutilée les regarda et se réjouit d'avoir enfin trouvé un héros pour le concours. Lucas n'avait jamais vu de méchant aussi proche. Sur le moment, il était comme figé au sol et ne pouvait plus bouger. Mais la pensée qu'il y a une petite sœur à protéger à proximité le ramène à la raison. Le gars se met instantanément devant elle et la couvre de son corps. Décidant qu'il doit se ressaisir ou que bébé Sona mourra comme ses parents, Lucas s'élance résolument vers le héros, espérant gagner. Mais tout s'est passé différemment, l'ennemi d'un simple mouvement de patte frappe, après quoi le chevreau s'envole sur 10 mètres et semble même incapable de se relever. En frappant durement l'arbre, sa transformation commença à s'estomper et son vrai visage épuisé apparut sous le masque. Il dit avec ses dernières forces que Sona devrait s'enfuir, mais il était trop tard. Sous ses yeux, le monstre attrapa la fille et la serra avec une force inhumaine. Le son des os qui craquent pouvait être entendu clairement dans l'air. L'instant d'après, Lucas vit la bouche du monstre s'ouvrir en grand et commencer à dévorer sans pitié la jeune fille, dont la dernière chose qu'elle prononça fut le mot « frère ». Ce souvenir semble avoir irrité le protagoniste, ses veines se gonflant, son bras devenant plus puissant et couvert de langues de foudre. Le successeur de justice concentra alors toutes ses forces et abattit littéralement d'un seul coup tous les piliers massifs de la salle. En voyant cela, Camilla fut follement surprise, ses yeux s'écarquillèrent, elle ne s'attendait pas à une telle puissance, après tout il ne s'était même pas encore transformé en justice, c'était comme si sa force augmentait à chaque seconde. Lucas, déterminé, a déclaré avec confiance qu'il allait s'entraîner maintenant et qu'il ferait de son mieux à l'avenir. À ce moment-là, un homme assis dans l'une des rares bases de méchants restantes était en train de chercher quelque chose sur Internet. Il reçoit un appel, porte le téléphone à son oreille et apprend qu'un couple de recrues a rejoint l'équipe de l'Union et est en route pour une mission dans sa région. En entendant cela, l'homme s'est excité, s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Une substance incompréhensible et effrayante sous forme de boue apparaissant à la place de 16 empreintes de pas. Ouvrant la porte du sous-sol, il dit qu'il s'ennuie avec ces garçons, qu'ils ont faim, qu'on peut voir en bas des yeux furieux et des bouches ouvertes de créatures incompréhensibles. De l'autre côté de la rue, un trio de nos héros est en route pour une mission qui leur a été confiée par le chef de l'équipe de l'Union. Avec un rictus, voyant l'incertitude de Lucas, Thomas se demande s'ils vont y arriver après tout. Ce n'est pas une tâche facile. Puis, pour le rassurer, ajoute que le pouvoir de la justice est avec eux et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De plus, grâce à Camilla, ils n'ont même pas eu de héros mentor, ce qui n'est pas peu dire. Lucas s'est ensuite indigné que le groupe soit composé de 4 personnes, mais qu'il n'y en ait que 3. Et c'est à ce moment-là que son épaule a été touchée par la main de quelqu'un. Avec joie et bonne humeur, la charmante jeune fille aux cheveux blonds salue tout le monde et dit qu'elle a été envoyée avec eux. Effrayé par cette apparition soudaine, le protagoniste sursaute et prononce le nom d'Evie avec surprise. Mais Evie lui répond qu'ils ont le même âge et qu'ils peuvent être amis. Puis Camilla s'en prend à Thomas avec rage et lui en veut d'avoir apporté une banderole. À quoi pensait-il?
Il lui a dit que la popularité était importante dans l'équipe de l'Union, qu'il était pratique d'avoir quelqu'un comme Evie, qui pouvait parler au nom de leur groupe, d'autant plus qu'ils devaient cacher leurs identités. Surprise par ce qu'elle entend, Evie se demande avec intérêt pourquoi ils cacheraient des identités. Lucas n'a pas réalisé ce qui se passait, il s'est dit « Comment peuvent-ils en parler si ouvertement? Ils vont être démasqués. » Faisant preuve de naïveté, la blonde dit avec admiration qu'il n'y a pas non plus de streamer dans leur équipe, et qu'elle aussi s'est sentie mal à l'aise en public au début. Tout le monde semble rassuré par cette hypothèse ridicule, et Thomas dit que la zone à patrouiller est assez vaste et qu'il faut se diviser en paires. Lucas avait immédiatement suggéré qu'il soit avec Camilla, mais Thomas, en tant que capitaine de l'équipe, avait refusé et lui avait ordonné de coopérer avec Evie, ce qui avait fait tomber la mâchoire du garçon. Puis Thomas a pris le protagoniste à part et lui a dit qu'il avait oublié ce que le professeur avait dit, qu'il n'avait jamais ressenti de manifestation auparavant, que la différence entre les capacités avant et après n'était pas comparable, et qu'Evie l'aiderait dans ce domaine. En regardant la jeune fille insouciante, Lucas se demanda comment et ce qu'il devrait apprendre d'elle, puisqu'elle était si insouciante et qu'il était peu probable qu'elle ait beaucoup de pouvoir. De plus, a ajouté Thomas, s'ils avaient encore des soupçons et de la méfiance à son égard, Camilla pourrait le surveiller personnellement. Prenant part à la conversation, l'étudiant de justice est d'accord et dit que c'est une bonne idée, c'est ce qu'ils vont faire. Après quoi, elle et l'homme à l'os se sont dirigés vers l'avant, leur ont souhaité bonne chance et leur ont ordonné de les contacter immédiatement si quelque chose se produisait. Il y eut une pause gênante entre le garçon et la fille, comme s'ils ne savaient pas quoi faire ou quelle direction prendre. Evie partit dans la direction opposée, et Lucas la suivit à contre-cœur, se disant qu'il avait de la chance de se promener avec une fille populaire, tout en remarquant qu'elle avait l'air plus jolie que sur les banderoles. Réfléchissant soudain au fait qu'il ne sait même pas quels sont les pouvoirs de cette mignonne, Evie apparaît devant lui et se demande ce que signifient les paroles de Thomas sur le fait qu'il le surveille. Lucas répond qu'il s'agit simplement d'un membre très récent de leur groupe et qu'il s'agit de suivre ses progrès. La jeune fille y a cru sans réfléchir. Elle est apparemment très naïve, et comme si elle lisait dans les pensées du personnage principal, elle a commencé à parler de ses capacités. Elle peut manger autant qu'elle le souhaite et acquiert ensuite une force incroyable. Abasourdi par cette capacité, Lucas pense qu'il s'agit d'une sorte d'absurdité ridicule et qu'il ne peut pas du tout y croire. La mignonne a également sorti une barre de chocolat et, tout en la mangeant, elle a ajouté qu'elle voulait devenir une héroïne pour pouvoir manger beaucoup gratuitement et devenir plus populaire. En entendant cela, Lucas s'est posé des questions. Thomas avait dit qu'elle le mettrait au courant. Ce sale type ne faisait probablement que se moquer de lui. Puis Evie a commencé à dire des choses complètement incompréhensibles sur le fait que Lucas devrait essayer de penser à ce qu'il veut faire et que ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ne comprenant pas l'intérêt de la question, il se tait et se dit qu'il doit bien y avoir une raison pour que cette fille naïve et gentille utilise ses capacités mieux que lui. L'instant d'après, Evie a fait un signe de la main pour s'approcher lentement et le regarder. Sous leurs yeux se tenait un homme énorme, apparemment tout en muscles, d'un genre incompréhensible, ne portant presque aucun vêtement, seulement un short en lambeaux. Réalisant qu'il s'agissait probablement de leur cible, qu'ils ne les avaient pas encore repérés et qu'ils devaient d'abord se faufiler discrètement, ses pensées furent soudain interrompues par le craquement de barres et des gorgées. Le protagoniste s'est retourné et a vu que la jolie petite fille avait un appétit énorme pour la nourriture et qu'elle l'avalait sans la mâcher. Agacé, il se demandait ce qui se passait ici et si cet étrange streamer avait assez de matière grise dans son cerveau. Lucas s'est approché, l'a prise par les bras et lui a ordonné d'arrêter de manger maintenant, d'autant plus que l'ennemi était tout proche. Evie n'a rien compris et a demandé pourquoi il était en colère. Le ton élevé du type a été entendu par cette créature, qui s'est avérée ne pas être un humain du tout, mais une sorte de monstre, après quoi elle s'est précipitée sur le couple. La jeune fille, voyant l'ennemi dans son dos, a crié haut et fort qu'elle pouvait botter des fesses après avoir mangé, et son corps a commencé à être recouvert d'une certaine énergie. Après cela, d'un coup de pied puissant et fouetté, elle a brisé la tête du monstre, qui n'a plus l'air d'une jolie fille. Sous l'effet de la foudre, le méchant a foncé sur le mur à une vitesse incroyable et l'a transpercé. C'est alors que la gloire de CE que la fille avait dit il y a 10 minutes, à savoir qu'Evie pouvait manger autant qu'elle le voulait et en devenir plus forte, revint à l'esprit de Lucas. Elle a donc cette capacité. Elle brûle des calories en acquérant des super-pouvoirs. La lueur autour de son corps est due à cela. Mais il n'est pas clair comment le monstre a retrouvé son corps et s'est précipité pour attaquer. Un coup puissant vole directement sur le corps de la jeune fille fragile à première vue. Terrifié à l'idée qu'elle puisse mourir, Lucas crie son nom et se précipite à son secours. Mais ses inquiétudes se révèlent infondées. Grâce à son instinct et à son estomac plein, la jeune fille parvient à faire bloc et après avoir encaissé le coup le plus fort, ne bouge même pas de son siège.
En comptant le nombre de calories qu'elle a dépensées, elle se rend compte qu'elle a encore de la force et concentre une énorme boule d'énergie dans sa main gauche avant de donner un coup de poing rapide au monstre. Ressentant une douleur incroyable après avoir été touché à la poitrine, on ne sait pas comment il a pu survivre. Incapable de gagner, le méchant décide de s'enfuir. Satisfaite de la retraite de l'ennemi, Evie dit qu'elle va le poursuivre pour s'assurer qu'il n'a aucune chance de survivre et demande à Lucas de contacter le reste du groupe pour les en informer. Laissé seul, sortant le téléphone de sa poche, le protagoniste, choqué par ce qu'il voit, se rend compte que quelque chose d'incroyable s'est passé sous ses yeux. Soudain, une boule de terre lui arrache le téléphone des mains. Ce que voyant, le gars essaie de le rattraper mais n'y parvient pas. Derrière lui, un obscur personnage que nous avons vu plus tôt dans le bureau sort de la boue et demande au protagoniste s'il va contacter ses amis. Mais cela ne marchera pas. En voyant cette image devant lui et en se demandant si personne ne l'avait prévenu qu'il y aurait quelqu'un d'autre ici, Lucas se rend compte que ce type étrange est très différent du monstre précédent. Il s'élance pour prendre le téléphone, mais son coup de poing traverse le corps de son adversaire comme s'il avait touché une boule de boue. Lucas ne comprend pas ce qui se passe ici, tout ce qui reste de l'intrus, ce sont des flaques de boue autour de lui. Profitant de la perte de vigilance du protagoniste, le méchant de la boue lui plante un couteau dans le corps. Rapidement recouvert d'une couche de terre, il apparaît devant le type et, avec un sourire intimidant de psychopathe, déclare qu'il n'y a aucun moyen de récupérer le téléphone. Furieux après ces mots, Lucas assène un coup rapide à la tête de son adversaire. Cette fois, il y a une sensation d'impact, mais c'est un peu étrange. Il semble que l'adversaire ne l'ait même pas senti, mais qu'il soit resté là à se demander où était passée cette beauté, ce qui ne l'intéressait pas du tout. Ne supportant pas d'être ignoré, Lucas commença à demander quel était le rapport entre l'ennemi et le monstre qui était apparu ici un peu plus tôt. En réponse, il s'est contenté de dire que qui sait. Pour l'instant, il s'intéressait à autre chose, à savoir si cette gentille fille l'aidait avec la manifestation. Tout le monde ne peut pas résister à sa manifestation, et le méchant en profite pour en faire ses marionnettes. Le regard horrifié de ce psychopathe est terrifiant. Apparemment, il est déterminé à faire du protagoniste une nouvelle poupée. Couvert d'éclairs de colère, Lucas dit que s'ils sont devenus des monstres à cause de ce type, il répondra de tout ce qu'il a fait. La saleté dépassait sur le corps de son adversaire et il dit avec confiance « Laissez-le essayer », après quoi les deux se sont jetés l'un sur l'autre. Le puissant coup du successeur de justice arriva une fois de plus sur un caillot de boue, l'ennemi semblant pouvoir transformer n'importe quelle partie de son corps en boue sans subir le moindre dommage. Mais cette fois, c'est comme si sa main était retenue par ce mélange incompréhensible, un peu plus, et il ne pourrait plus la bouger. Dans la seconde qui suivit, son adversaire rassembla un tas de terre dans sa bouche et commença à tirer sur Lucas comme une mitrailleuse. En esquivant à peine, l'homme sentit une douleur aiguë dans son bras, la terre serrant son bras comme un étau, essayant de la retirer, mais rien n'y fit. Voyant ces tentatives, le psychopathe a dit qu'il n'y avait aucun moyen d'enlever sa saleté, car une fois qu'elle colle, elle devient plus forte qu'un plâtre médical. Sa gorge est devenue énorme et laide, après quoi il a lâché une nouvelle série de balles de boue. Cette fois, il n'a pas réussi à esquiver quelques projectiles, et son autre bras est maintenant immobilisé. Il devient de plus en plus difficile de bouger, et il semble qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de ramasser toutes ses saletés et de perdre. Le protagoniste décide alors que, pour gagner, il est nécessaire de réduire la distance le plus rapidement possible et d'engager un combat rapproché, puis il se précipite sur l'ennemi. En souriant, l'adversaire dit que c'est une bonne idée, mais qu'il ne pourra pas gagner car il a déjà ramassé beaucoup de terre et que ses mouvements sont devenus lents. Comme s'il n'entendait pas la provocation, Lucas concentre toute la puissance dans sa main. Celle-ci est soudain libérée des entraves de la terre. On sent l'incroyable énergie qui se dégage du bonhomme. L'ennemi semble avoir été pris par surprise, ses yeux fixant avec étonnement le poing qui s'approche. « L'ai-je touché ?» pensa le protagoniste, mais sa main traversa à nouveau le corps de l'étrange ennemi. On peut encore lire le sourire sur le visage horrifié, il a même tiré la langue et dit que ça faisait mal, mais ça n'a pas suffi. La main de Lucas était coincée dans le mur durci, impossible de la dégager, c'était un piège spécial de l'ennemi. Il a alors crié qu'il n'était pas si fort que cela, et a commencé à frapper le protagoniste à grands coups de poing. Presque inconscient, Lucas se sentit soudain plus fort et lança avec rage un puissant coup de pied vers son ennemi, mettant presque fin à l'affrontement. Soudain, un énorme titan composé d'un amas de muscles apparut devant le psychopathe de la boue. La gueule féroce poussa un cri assourdissant et se rua vers l'avant, brisé. L'homme a été distrait et a reçu un coup puissant qui l'a envoyé voler plusieurs dizaines de mètres plus loin. Un blocage opportun lui a sauvé la vie. En regardant vers l'avant, il s'est dit que ce monstre avait été un humain lui aussi, et que ce psychopathe avait fait quelque chose d'ignoble. Ne montrant aucune faiblesse, avec un sourire, le méchant se rendit compte que le gars était fort et que le dernier coup l'avait presque tué, la douleur intérieure semblant sur le point de le déchirer. Alors qu'il se reprenait,
Le psychopathe déclara que le combat était plutôt ennuyeux, qu'il y en avait eu un grand nombre dans sa mémoire et que Lucas serait le prochain. Furieux de ces paroles, le protagoniste se rend compte que ce démon a tué de nombreuses personnes, les a privées de leur esprit et en a fait son armée. À ce moment, une autre créature de couleur turquoise apparut derrière le psychopathe. Elle était beaucoup plus laide que les précédentes, probablement à cause du temps passé sous cette forme. Mais ce n'était pas tout. En regardant en arrière, il y avait deux autres monstres convertis qui se tenèrent là. Puis le méchant a dit, en s'éloignant lentement de Lucas, qu'il en avait assez et qu'il irait voir la jolie fille, qu'elle serait plus amusante, et qu'il serait traité par ses subalternes. Comme s'ils avaient entendu l'ordre, les colliers des monstres commencèrent à se briser. Ils semblaient contenir leur véritable puissance monstrueuse, alors que les ennemis semblaient se transformer et devenir plus puissants. Au même moment, Lucas est frappé par une attaque d'une puissance inouïe. Il parvient miraculeusement à sauter en arrière. La force monstrueuse du coup crée un cratère dans l'asphalte. En pleine confusion, car il a contre lui 4 grands ambassadeurs, le protagoniste cherche des moyens de sortir victorieux d'une situation aussi difficile. Immédiatement, 2 monstres volent vers lui. Ils semblent un peu plus et ils vont juste écraser le héros. Alors qu'il esquive cette attaque, il reçoit un violent coup de pied dans le dos. L'impact du coup semble le transpercer et Lucas tombe au sol. Dans la foulée, les 4 agresseurs s'acharnent littéralement sur lui, frappant chaque parcelle de son corps, et il semble que toutes ses entrailles soient sur le point de se mettre à saigner. Mais malgré cela, c'était comme si un pouvoir énorme avait été réveillé dans le successeur de justice, et ses yeux lisaient l'indifférence totale, son sens de la douleur disparu. En enchaînant les attaques incroyables, les poings absorbent de plus en plus d'énergie, conférant à leur détenteur une force monstrueuse. Entourant le protagoniste, les méchants tentent de l'attaquer en même temps et de le prendre par surprise, mais ils repoussent toutes les attaques et ripostent même. L'instant d'après, les 2 ambassadeurs unissent leurs forces pour projeter Lucas quelques mètres en arrière. Mais cela ne fait que l'énerver davantage, et malgré ses réserves d'énergie presque épuisées, des décharges d'étincelles électriques recouvrent le corps du héros. Avec une vitesse incroyable, il bondit sur l'un de ses adversaires et l'écrase au sol, ne lui laissant même pas la possibilité de se défendre. Il semble que les monstres commencent à se sentir fatigués, de forts sifflements s'échappant de leur bouche alors qu'ils se regroupent, se préparant à la prochaine attaque. Soudain, l'un d'entre eux sort sa langue qui traverse facilement le mur derrière le protagoniste. Ne s'attendant pas à ce qu'il soit capable de faire l'un ou l'autre, le successeur de justice parvient heureusement à dévier la coque, manquant de tomber. À sa suite, le titan turquoise bondit en avant d'un mouvement rapide des pieds, agitant ses bras musclés au moment de frapper le héros. Lucas parvient à bloquer le coup, mais subit tout de même d'importants dégâts qui l'enferment dans le mur, ses forces étant presque épuisées. Le souffle court, il ne comprend pas comment il a pu se ressaisir et vaincre 4 adversaires affolés à la fois, avant d'essayer de contenir ses forces en réalisant qu'à l'intérieur de ces monstres se trouvaient des gens ordinaires. À ce moment-là, la jolie Evie a rattrapé et vaincu le tout premier monstre, dont le corps essoufflé gît sur le trottoir, ne donnant plus aucun signe de vie. Satisfaite d'elle-même et affamée, la jeune fille pétrit ses muscles en pensant au plaisir qu'elle aurait à filmer tout cela et à le montrer à ses téléspectateurs. Debout au-dessus de son adversaire, elle aperçoit au loin la silhouette de quelqu'un qui s'approche rapidement, sans que l'on sache exactement de qui il s'agit. Le psychopathe qui a lancé sa horde de monstres sur Lucas apparaît soudain devant elle, félicitant Evie pour son bon travail. Lui demandant comment elle a pu gérer seule un homme aussi encombrant, il ajoute qu'il est lui aussi un héros débutant et qu'il se frotte à sa confiance. Continuant à faire l'éloge de son interlocuteur, le méchant dit que la mignonne a fait tout le sale boulot à sa place et qu'il était en train de traquer le monstre. Se souvenant de Lucas, la jeune fille lui demande s'il a vu le type aux cheveux noirs, qui aurait dû retrouver le reste du groupe depuis longtemps et être ici. Jetant un coup d'œil à sa marionnette en détresse, le psychopathe répond qu'il a vu un type crier qu'il devait dire quelque chose à son équipe et qu'il a disparu de la circulation. En examinant la mignonne, il ne comprend pas du tout comment elle a pu vaincre l'une de ses plus puissantes charges, pensant qu'il l'a surestimée. La jeune fille demande alors avec méfiance à quelle équipe appartient cet homme qu'elle ne connaît pas, à en juger par ses vêtements. Il ne s'agit pas de gardien ou de super-humain. Puis, avec un large sourire, essayant d'inspirer confiance, le type étrange répond qu'il est nouveau dans l'équipe de l'Union. Interrompant son discours, Evie dit que ce n'est pas vrai car elle a une très bonne mémoire des visages et que lors de l'assemblée générale de tous les nouveaux arrivants, elle ne l'a pas vu. Et c'est alors que le psychopathe se place derrière lui et tente de l'attaquer. Grâce à son incroyable instinct, la belle se retourne rapidement et donne un coup de poing fulgurant qui fend littéralement le bras de l'inconnu. Ne s'attendant pas à une telle tournure des événements, oubliant même ce qu'il voulait faire, il écarquille les yeux. Un énorme trou apparaît à la place de sa main. Evie dit calmement en regardant l'homme étrange que toucher les filles sans permission est une mauvaise chose à faire, même pour le fan le plus avide.
Son bras s'est envolé à tout verste de distance du coup violent, il s'est heurté au mur et a lentement coulé vers le bas. En disant que ce type est un peu suspect, après tout elle voulait juste digérer les barres et se reposer, la fille est couverte d'une lueur multicolore. Revenons au protagoniste, qui ne ralentit pas le moins du monde, en voyant les ennemis au tapis à chaque fois, mais ceux-ci se remettent rapidement et continuent d'attaquer. L'un d'eux est dans une rage folle à cause de ses blessures. Des vapeurs sortent de ses yeux et de sa bouche. Il semble grave. Soudain, le plus grand des convertis saisit les deux mains de Lucas d'un seul coup, avec une telle force qu'il ne peut même pas bouger ses doigts. Voyant que malgré tous ses efforts, les personnes à l'intérieur de ces monstres ne sont toujours pas réveillées, le protagoniste décide que ce ne sont pas les personnes qui se battent contre lui maintenant, et un sourire apparaît sur son visage. C'est comme si une décharge de foudre tombait sur le gars et qu'il était couvert d'une épaisse énergie incandescente qui semble seulement projeter les attaquants à quelques mètres en arrière. D'une main, Lucas, qui se bat à pleine puissance, aplatit littéralement le bras d'un de ses adversaires, l'attrape et le soulève au-dessus de lui. Sous la douleur, même un monstre apparemment sans émotion hurle, incapable de résister à une telle force inhumaine. D'un seul coup, le protagoniste fait voler de toutes ses forces le monstre qui, en chemin, heurte un autre attaquant et tous deux s'envolent vers le mur, comme si leur combat était terminé. L'esprit de Lucas revient soudain à un souvenir dans lequel il demandait à Camilla s'il était possible de ramener un converti à la raison. Ce à quoi Thomas a répondu avec assurance qu'il ne s'agissait plus que de monstres et qu'il n'existait aucun cas connu où les démons pouvaient redevenir humains et qu'ils devaient être tués sans hésitation. Prenant tout cela en compte, entouré des deux monstres restants, le protagoniste dit qu'il est désolé qu'ils aient été transformés en marionnettes et qu'il en finira avec eux dès que possible. À ce moment-là, Evie demande à un étranger suspect, avant d'attaquer, s'il est vrai qu'il a vu son co-campagneur et s'il va bien. En réponse à cela, le psychopathe dit qu'il ne sait pas, qu'il est peut-être déjà en train d'être digéré par les monstres, mais selon lui, la mignonne en face de lui n'est pas si faible. Ses capacités sont étonnantes, et elle devrait accepter de coopérer. Furieuse d'entendre ces mots, la jeune fille répond « Interdiction. C'est bien une interdiction. Dommage qu'une telle fonction n'existe pas dans la vie réelle, elle n'aurait pas à écouter toutes ces absurdités. » Déçu, le méchant se transforme en monstre de boue, s'envole dans les airs et dit qu'il prendra encore plus de plaisir à la torturer. Sans réfléchir longtemps, l'héroïne lance une série de coups, mais elle ne semble pas toucher, car la terre s'envole sous ses attaques. À une vitesse effrénée, la créature ennemie tourne autour de la jeune fille et tente de l'immobiliser. Evie concentre alors toute sa force dans ses jambes, s'accroupit et se prépare à sauter pour sortir de ce piège de boue. Il saute ensuite si haut qu'il semble plus grand que les immeubles de 5 étages qui l'entourent. Voyant que son adversaire tente d'augmenter la distance du combat, le méchant commence à l'attaquer avec ses projectiles de boue sortis de sa bouche. En fait, la jeune fille a évité le piège et en plus, dans les airs, elle a commencé à reconstituer ses forces en mangeant des barres cachées pour une occasion spéciale. En finissant rapidement de manger, une énorme boule d'énergie enchanteresse mais destructrice se forme au-dessus de la tête de la jeune fille. Elle libère une énorme boule d'une puissance incroyable sur son adversaire, ne lui laissant apparemment aucune chance d'esquiver. Ayant miraculeusement survécu, l'inconnu de la boue évalue l'attaque de son adversaire et pense qu'après une telle débauche d'énergie, la jeune fille doit être rapidement épuisée. Mais ses conclusions sont hâtives. En consommant des barres et en libérant des boules d'énergie une à une, elle épuise littéralement le méchant. Voyant qu'Evie n'arrête pas de manger, il s'énerve et lui crie de finir de manger plus vite. Il élève alors un énorme mur de boue et l'abat sur l'héroïne, espérant ainsi la capturer. Evie fait un trou dans le mur d'un coup de main et se déchaîne, réalisant qu'il suffit d'un peu plus pour qu'elle ne puisse plus retenir tous ses flots sans fin. Ne s'apercevant pas de la situation alors qu'elle se défend, la jeune fille se retrouve dans une flaque de boue qui lui enveloppe les jambes et l'immobilise complètement. Ce que remarque le méchant qui utilise sa manifestation, qu'il appelle une tempête de boue. Grâce à sa capacité spéciale, il se resserre complètement de tous les côtés et enveloppe le corps d'Evie, dans un tel état qu'elle a du mal à respirer. Reprenant son apparence habituelle, le psychopathe s'approche et dit que la fille est mignonne même dans cette saleté, tellement mignonne qu'il a envie de la ramener chez lui. Au moment où il commence à tendre sa main ignoble vers l'héroïne, Lucas apparaît soudain, et d'un coup de fouet d'une force immense, met presque le méchant hors d'état de nuire. Il lui criait avec colère de ne pas oser toucher ses camarades, un minable comme lui n'étant même pas digne de se tenir à côté d'eux. En voyant son ancien adversaire, le psychopathe a dit qu'il ne pensait pas qu'il le rencontrerait à nouveau et pourquoi il était venu s'il avait déjà perdu contre lui. En réponse, le gaz a calmement dit que pendant qu'il courait ici, il envisageait des tas d'options sur la façon de faire de lui un steak. Pendant ce temps, au centre d'entraînement des héros, Hélène ne peut s'empêcher de penser à Lucas. Il a dit qu'il avait infiltré l'Union, mais il n'y a pas eu de nouvelles après cela. Voyant le robot gardien près de l'entrée de la salle d'entraînement principale de la justice morte, la jeune fille demanda ce qui s'était passé.
Elle a appris qu'elle ne pourrait pas s'entraîner ici aujourd'hui, car il semble qu'un peu plus tôt, Justice-san l'ait utilisé. Et tout ce qui s'y trouve est en ruine. En entrant dans la salle d'entraînement, la jeune fille était à la fois surprise et en colère, car elle ne pouvait que deviner ce que Lucas faisait ici. Pendant ce temps, dans les rues de Tokyo, en réponse à l'impertinence de Lucas, un étrange individu lui répond que lorsque quelqu'un lui donne un bon conseil, il faut le remercier et le prendre au sérieux et qu'il est inutile de se battre contre lui. Mais comme on dit, sans essayer, on ne peut pas savoir, c'est avec une telle attitude que le personnage principal rassemble ses forces et se prépare à l'offensive. Ce n'est qu'en riant que le psychopathe recommence à lui enfoncer des mottes de terre dans le gosier et à les lui expulser. Lucas est familier avec cette attaque, il n'est pas surpris le moins du monde, enfonçant avec cohérence ses doigts dans l'asphalte, le retirant et le lançant devant lui, se défendant ainsi des projectiles. Le méchant dit, en le félicitant, qu'un bon coup est toujours mieux qu'une simple fuite comme il l'a fait plus tôt. Mais comment se défend-il contre cela? Un énorme dragon de boue apparaît devant le successeur de Justice, se précipitant rapidement vers lui, il semble si énorme qu'il pourrait remplir toute la rue. Avec une rapidité incroyable, le méchant, comme s'il venait de tous les côtés à la fois, frappe un coup après l'autre, recouvrant ainsi le corps du protagoniste de couches de boue, jusqu'à ce qu'il soit complètement immobilisé. Avec un sourire mauvais, l'étranger se moque en disant qu'il voulait lui faire un steak, mais il se retrouve debout dans la boue et ne peut même pas bouger. Cependant, notre héros est très déterminé et comme s'il se débarrassait de la peluche, un flot d'énergie brise tous les carcans de la boue. À chaque seconde, il devient plus fort. Sans se rendre compte de ce qui se passe, l'intrus regarde cette image et n'arrive pas à croire qu'en une demi-heure, ce type est devenu beaucoup plus fort. Se disant que son adversaire va avoir très mal maintenant, Lucas lui pétrit l'épaule, qui est un peu raide à cause de la terre qui la surplombait avant, mais il se sent bien maintenant. L'instant d'après, avec une force et une vitesse monstrueuses, il frappe son adversaire, brisant tous les murs environnants sous l'effet de l'onde sonore. Le méchant n'a même pas eu le temps de réagir, il s'envole et heurte la chaussée à plusieurs reprises. Une fois de plus, en désespoir de cause, il tente de tirer des projectiles de boue à distance. Lucas dit alors qu'il n'a pas compris que c'était inutile, et repousse toute l'attaque d'un seul mouvement de la main, la saleté n'ayant même pas le temps de se coller à son corps. Voyant que la terre ne colle pas, et s'éparpille immédiatement comme si elle avait été touchée par la flamme, le méchant ne fait plus de tentatives, et se rassure en se disant que de tels coups ne l'affecteront pas. Ces suppositions sont totalement erronées, le coup suivant du personnage principal déchire littéralement le criminel en petits morceaux. Mais étrangement, le reste du corps, même après cela, commence à se régénérer et à réassembler le corps du bandit morceau par morceau. Sentant qu'il a trouvé la clé de la victoire, Lucas sourit et se demande si le méchant va régénérer son corps pathétique défiguré pour toujours. Après s'être rendu compte que le tas de boue a été gaspillé, le psychopathe pense que si cela continue ainsi, sa boue sera complètement épuisée, il faut en finir rapidement et utilise sa manifestation appelée tempête de boue. Notre héros se retrouve à l'intérieur d'une énorme tornade de boue. Puis, rassemblant toutes ses forces, Lucas décide de donner un coup de pied sous lui et d'éparpiller toute cette terre avec une onde de choc. C'était une excellente idée. Un énorme cratère apparaît à l'endroit de l'impact monstrueux, comme si un missile venait d'y atterrir. Acceptant sa défaite, le méchant se demande si ce héros n'est pas un débutant, s'il n'a pas dispersé la manifestation par la pression du vent et s'il n'a pas besoin de se tirer d'affaire au plus vite. Mais il semble que cette issue ne convienne pas au successeur de Justice, qui a l'intention d'en finir avec le criminel ici et maintenant. Ce n'est pas facile à faire, la régénération de l'ennemi est très forte. 10 jours ne suffiront pas pour qu'il détruise complètement toutes les saletés. Il réalise alors que le pouvoir qu'il obtient en se transformant en justice jusqu'à présent, il ne peut pas l'utiliser à 100% car il ne peut toujours pas contrôler ce genre de puissance, mais il est capable de l'utiliser pendant un moment. Un artiste martial avait l'habitude de dire qu'il n'est pas nécessaire de pousser son corps jusqu'à l'épuisement en permanence, mais qu'il est plus important de se concentrer dans l'instant lorsque c'est vraiment nécessaire. Respirant à plein poumon et se concentrant sur son énergie intérieure, le protagoniste recule légèrement son bras, se préparant à porter le coup final, ce qui rappelle un mouvement de karaté. Voyant qu'il se passe quelque chose d'anormal et qu'une grande confiance est apparue chez le jeune garçon qui se tient devant lui, le méchant comprend qu'il est fini. Avec une puissance surprenante et foudroyante, Lucas utilise à la surprise générale sa manifestation, qu'il appelle Magnum, bien que cette frappe soit encore plus rapide qu'un coup de feu. Le méchant est réduit en miettes, il ne peut plus se relever. Le combat est enfin terminé. Pendant ce temps, l'autre partie du groupe patrouille dans le quartier, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de malfaiteurs. Remarquant l'attention de Thomas et l'observation attentive de ses actions, il demande si Camilla n'est pas trop vigilante et méfiante à son égard. La jeune fille répond qu'elle n'a aucune raison de lui faire confiance pour le moment et se demande pourquoi il a infiltré l'équipe de l'Union. Si son but est de tuer des méchants, à quoi bon? Il répond que l'interviewé a raison.
Mais Thomas affirme qu'ils n'ont pas encore atteint une relation suffisamment solide pour qu'il puisse lui faire part de ses projets d'avenir. Soudain, Camilla dit de s'arrêter et désigne un bâtiment voisin, indiquant que c'est le seul où les lumières sont allumées dans tout le quartier et qu'il est suspect. Ne comprenant pas comment cette fille a pu remarquer cette petite lumière à peine visible, le type dit que vous pouvez vérifier, mais qu'il y a des chaînes solides accrochées à la porte. Cela ne pose aucun problème. Transformant sa main en marteau d'os, Thomas les met en pièces apparemment sans le moindre effort. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, ils ont constaté qu'il n'y avait rien de suspect. Peut-être que quelqu'un venait de partir et avait oublié d'éteindre la lumière. Le gars qui regarde dans la pièce trouve un interrupteur étrange et l'actionne, mais la lumière ne s'éteint pas, ce qui signifie qu'il y a un autre générateur dans le bâtiment. Camilla remarque qu'il y a un générateur caché dans le bureau. Quelque chose ne va pas, puis elle se dirige vers la porte en fer et l'arrache de ses gonds avec la force de ses ombres. Une fois à l'intérieur, les visages des deux personnages montrent à la fois de la consternation et de la surprise. Il y avait des dizaines de capsules de monstres, probablement le même laboratoire que celui du psychopathe de la boue que Lucas avait massacré. Il y avait toutes sortes de petits outils éparpillés sur les tables. Il semble que des expériences humaines monstrueuses et illégales aient été menées dans cette pièce. Après avoir trouvé des documents et des enregistrements, Thomas apprend que des centaines d'expériences biologiques ont effectivement été menées dans ce lieu sinistre. En l'écoutant, Camilla remarque qu'un des ordinateurs est branché et fonctionne. Quelqu'un a dû venir ici récemment. L'ordinateur de bureau a un mot de passe. Il semble que nous devions transporter les corps jusqu'au bâtiment principal de l'équipe. Mais soudain Thomas arrive et commence à essayer de pirater le système, et il y parvient. Ne comprenant pas comment il a fait, la fille regarde avec méfiance. Mais le type dit qu'il y a eu 53 sujets de test au total, d'après les données, et que la plupart d'entre eux ont échoué et sont morts. Chaque sujet de test était issu d'une caste d'incompétents au potentiel de héros inexploités. Et l'ampleur des expériences était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Une lame d'ombre apparaît soudain devant le gars et détruit la table. Camilla semble furieuse. Elle regarde Thomas avec réticence et lui demande comment il a réussi à déchiffrer le mot de passe aussi rapidement, car il semble avoir oublié quelque chose. Alors qu'il affronte l'ennemi, Lucas se souvient de la jolie Evie, qui a l'air de prendre un bain de boue alors qu'elle semble aller bien. Voyant sur le trottoir un talkie-walkie qui semble avoir été laissé par le gars de la boue, le héros le ramasse et demande si Bruce va bien. Réalisant que ce cinglé s'appelait Bruce et qu'il avait un complice, Lucas répond en transformant le criminel que tout va bien et qu'il s'est occupé des personnages mineurs. En réponse, on apprend qu'un groupe de 2 hommes est entré dans le laboratoire secret et que l'homme à l'autre bout du fil a rempli tout ce qui s'y trouvait d'explosifs. Se rendant compte que les 2 personnes qui sont entrées sont Camilla et Thomas, le protagoniste essaie de savoir où se trouve l'endroit et se trahit. En se retournant, Lucas réalise que ses camarades sont en danger et qu'il doit les retrouver au plus vite. Pendant ce temps, après la question de Camilla, c'est comme si Thomas l'attaquait, transformant sa main en un point d'os. Mais il se déplace rapidement dans son dos et repousse une attaque étrange, sauvant ainsi la fille. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qu'eux. Les os du bras de Thomas se brisent rapidement dès qu'il touche ce liquide vert toxique. C'est alors que les 2 héros remarquent un homme étrange, avec ce même liquide qui coule de ses mains. Après avoir touché le mur, il détruit immédiatement tous les murs comme s'il les faisait exploser. Des débris volent dans toute la pièce et manquent de recouvrir Camilla. Thomas la repousse avec son pied, la sauvant ainsi de la mort. Malheureusement, il n'a pas le temps de sauter en arrière et est frappé par un énorme morceau de mur d'où jaillit du sang. Le visage d'un inconnu sort de l'ombre et il raisonne calmement en disant que c'est bien ça et que devant lui se trouve la même Camilla, dont il a entendu dire qu'elle avait été envoyée en mission par l'équipe de l'Union. La fille en colère crie que puisqu'il a entendu parler d'elle, il est venu ici pour rien et l'attaque avec plusieurs ombres à la fois. Mais l'ennemi, donnant un coup de pied au sol, matérialise sa solution verte toxique autour de lui et neutralise l'attaque libérée par Camilla. Il dit ensuite que cet endroit est le dernier que la jeune fille visitera, car la mort l'attend.